Voilà, on est en direct sur Facebook, on est enregistre sur Zoom. Voilà, c'est un grand plaisir pour moi et Benjamin, je pense, de te retrouver ici pour la première table ronde sur le sujet des réflexes archaïques, avec les personnes qui sont juste ici en dessous. Emma, qu'on a déjà eu, Loïc, Bonjour. qu'on a déjà eu, et Clem, bienvenue à toi, c'est la première fois. Merci. Ben voilà, ce qu'on pourrait peut-être faire là tout doucement, c'est faire une petite présentation de chacun pour reposer un peu le cadre et ensuite on fera un peu une petite définition de ce que c'est les réflexes archaïques pour les gens qui ne connaissent pas du tout les réflexes archaïques. Je t'en prie, Loïc, tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, du coup, je m'appelle Loïc. Je suis coach, on va dire, de profession et éducateur spécialisé de base. Donc, j'ai longtemps travaillé avec les enfants, avec les adolescents dans un autre cadre qu'aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, j'essaie de développer une autre approche un peu plus globale et notamment en lien avec les réflexes que j'ai découvert très tard, alors que j'ai fait plus de 3 ans d'études dans les sciences d'éducation, psychologie, et j'en avais jamais entendu parler. Donc, c'est dans le cadre de mon métier de coach que c'est apparu. Voilà. Ok, cool, nickel. On va aussi présenter Clem. Vas-y, Clem, présente-toi, je t'en prie. Moi, c'est Clem, du coup, préparateur physique et je suis posturologue au centre d'entraînement PM Fitness, donc au Canada, au Québec. Je suis français, hein, mais immigré ici. Pareil, donc moi, je travaille beaucoup avec les enfants avec des troubles du comportement, TDA, TDAH, 10, etc. Parce que c'est cette sensibilité-là qui m'intéresse le plus dans l'approche des réflexes. Et donc, c'est d'emmener le plus possible ce changement de cette vision sur le TDA et les troubles du comportement chez l'enfant Cool. par la posture. Ok, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que, parce que je sais que Loïc l'a fait vite, mais ce serait bien aussi que tu le fasses, comment est-ce que tu as pris connaissance des réflexes archaïques? En formation, j'ai fait CUS en posturo et puis il y avait déjà les réflexes. Puis on en parlait déjà pas mal avec Zimmer, que je partage beaucoup avec lui, parce qu'on travaillait ensemble avant. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait d'un point de vue physique, parce qu'avec les réflexes, on voyait qu'il y avait pas mal de comportements, troubles posturaux qu'il y avait d'un point de vue physique. Mais vite, je me suis penché plus sur le côté cognitif et émotionnel qui m'intéressait beaucoup plus, qui n'était pas assez exploité à mon sens en fait. Ok, cool. Après, je fais avec Mililo, les formations avec Mililo et d'autres formations complémentaires pour encore creuser le sujet. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on continue là-dessus, à progresser là-dessus. Nickel. Emma, en fait, j'aurais dû commencer par toi, Emma. Tu vois, je suis vraiment. C'est Ah, je suis pas gentleman, je suis pas bon là-dessus, désolé les Un gars. manque de galanterie, mais on ne nous en voudra pas. En fait, je vais finir avec la meilleure, peut-être. Emma, présente-toi avec quelques mots. Oui, donc je suis kiné de formation. Et bon, les toutes premières fois que j'ai entendu parler de réflexes, c'est dans les études, mais juste de voir que le bébé devait avoir ses réflexes présents à la naissance, mais on ne parle jamais de ce qui peut se passer s'ils ne sont pas intégrés. Ensuite, la deuxième fois, je pense que c'est lors de ma formation de thérapie manuelle, où on a abordé le sujet, mais de manière assez vague, mais ça m'a interpellée. Puis j'ai fait aussi thérapie manuelle du nourrisson, où on en a parlé un peu plus, mais pas encore assez à mon goût. Et puis, je me suis retournée vers l'IMP avec Paul Landon. J'ai fait 3 modules, mais qui correspondent à 4 parce que le premier a été divisé en 2. Et puis, j'ai fait OS aussi avec Tim Anderson. Et la source de Tim, c'est Sally Godard. Alors maintenant, je suis retournée aux sources et je suis en train de commencer le module en un an INPP avec Sally Godard en personne. Donc voilà un petit peu le cheminement. Et puis, diverses sources et toujours envie d'aller plus loin. Ouais, c'est ça. Mélino, peut-être aussi, un peu comme Clem ou Mélino Pas en vidéo comme ça sur Internet, mais pas en formation. Ok, est-ce que maintenant, pour les gens qui nous écoutent, peut-être qu'en fait, simplement que les réflexes archaïques, ils ne savent pas du tout ce que c'est, et ce qui est peut-être tout à fait logique et c'est concevable, il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce que quelqu'un pourrait faire un petit peu, chacun à votre tour, peut-être un peu votre propre définition de ce que c'est pour vous les réflexes par rapport à ce que vous avez peut-être observé et ce que vous avez vu? Je ne sais pas, qui veut commencer, peut-être? Emma, du coup. Bien vu. Merci. Donc, il faut bien comprendre, déjà pas faire de confusion, parce que j'ai parfois vu des choses assez comiques sur Internet, parce que le sujet commence à être connu et c'est vraiment super, mais il commence à être déjà transformé. Donc j'ai déjà lu qu'il fallait retrouver ces réflexes archaïques, alors que c'était éliminé. J'ai déjà lu des choses assez comiques.
Bon, ça montre l'engouement et l'intérêt, mais il faut creuser un peu plus loin. Donc, ils s'appellent archaïques parce qu'ils sont dépendants du cerveau archaïque, qui est la base, et le cerveau qui fonctionne à la naissance. Ils émergent lors de la grossesse. Et il y a toute une série de réflexes qui doivent être présents à la naissance et qui vont aider cette naissance et dans la première année de vie, aider à faire maturer le système nerveux peu à peu jusqu'à ce que, je raccourcis, jusqu'à ce que le cortex moteur soit capable de contrôler les mouvements de manière volontaire. Mais au début, tout mouvement sont réflexes et ils créent ces circuits neuronaux, ils font des connexions, ils font maturer le cerveau, et ils font maturer les 3 couches du cerveau, enfin ça c'est une simplification aussi, pour peu à peu que l'enfant, le bébé, puisse maîtriser son corps dans l'espace, maîtriser la gravité. Et les réflexes archaïques se développent, mais il y a aussi les réflexes posturaux qui doivent se développer. C'est un jeu entre ces deux de ces réflexes-là. Et les réflexes archaïques ne sont qu'une catégorie de réflexes. Il y a plein de catégories de réflexes différentes. Je vous laisse compléter. Écoute, moi je peux compléter. Compléter quoi compléter? En même temps, tu as déjà quasiment tout dit, donc c'est presque parfait. Mais non, c'est ça, c'est de passer de la volontaire au volontaire. Moi j'aime bien dire ça. Vu que le but du cerveau, c'est la survie, ils sont là aussi pour protéger et permettre la survie chez le nourrisson qui n'est pas encore capable de le faire volontairement. Et puis non, tu as tout dit, permettre l'intégration sensorielle, le développement moteur, c'est l'aspect bien sûr émotionnel, cognitif qu'on met aussi dans tout ça. Non, c'est parfait. Loïc, tu veux compléter? Alors là, c'est dur de compléter, mais en gros, pour résumer, parce qu'on parle souvent de pyramide, pour moi, c'est la base de cette pyramide-là qui va entraîner le reste, quoi. Et tout le reste, ils l'ont évoqué avant moi, mais pour moi, c'est un des fondements du développement humain, tout simplement. Cool, nickel. Alors, ouais, vas-y Emma. Je n'ai pas dit, c'est oui, qu'ils vont aider à faire maturer le système sensoriel. Donc, ils vont mettre en place plein de choses. Et oui, au départ, ils sont là pour la survie. C'est comme Clem l'a dit. Oui. Ah, mais c'est ça. Comme j'aime bien, Loïc, c'est ça, c'est la base. C'est vraiment la base. On peut travailler sur plein de choses. C'est vrai que c'est cool de travailler c'est sur le cervelet, sur le thalamus, etc. Mais c'est vrai que en même temps, si ton réflexe est toujours présent, ça va quand même un peu t'emmerder un peu à un moment donné. Donc, c'est la base, effectivement. Ouais, c'est dingue. Ici, voilà, je voulais faire un petit aparté par rapport au fait que voilà, on est sur une table ronde, on est vraiment là entre nous, on discute d'un sujet. C'est comme si on était chacun on était là en présentiel autour d'une table et qu'on était entre potes et voilà, c'est le but. Voilà, c'est ça. Si tu as envie de sortir une bière, Benja, tu peux sortir une bière, il n'y a pas de problème. Mettez-vous à votre aise. Vous pouvez sortir à manger. Ouais. Moi, il est midi. Moi, il est midi, donc prenez une bière à midi. Ah oui, c'est vrai. En Belgique, c'est pas hors sujet. Après. C'est leur déjeuner, quoi. C'est le petit déj. Une bière de tartine, comme on dit. Enfin, on va peut-être pas, voilà, mais bon. Ah, mais on juge pas, on juge pas. Alors ici, et il ne faut surtout pas hésiter aux gens qui nous regardent de poser vos questions. Allez-y, on est là pour ça, pour répondre aux questions que vous posez. N'importe quelle question, il n'y a aucune question bête. Allez-y. Déjà, on avait une première question que je trouvais vraiment bien. Est-ce que des réflexes déjà inhibés peuvent réapparaître et pourquoi? Je ne sais pas si quelqu'un peut un peu parler de ça, peut-être Loïc. Pour moi, c'est un des fondements aussi, c'est-à-dire que un réflexe, on va pas voir un praticien l'intégrer et tout est fini en fait. Le corps humain, il est beaucoup plus complexe que ça. Et si on parle de réflexe, il faut parler aussi de mode de vie. Et lorsque je travaille les réflexes avec un enfant, je pense pas à l'instant T. Je pense à lorsqu'il aura 15 ans, 20 ans, 30 ans, lorsqu'il fera face à des situations de stress, par exemple, lorsqu'il va vivre peut-être un autre traumatisme ou quelque chose d'autre. À ce moment-là, les réflexes peuvent réapparaître. Et même chez les adultes, du coup, on voit qu'ils sont toujours présents ou qu'ils réapparaissent à certains moments donnés. Du coup, lorsqu'on parle de réflexes, c'est pas juste on va voir quelqu'un, on les travaille et une fois sorti du cabinet, c'est terminé. C'est beaucoup plus profond et c'est beaucoup plus en lien avec le mode de vie, avec ce qu'on vit tous les jours. Et c'est pour ça que oui, ils peuvent réapparaître à certains moments donnés de la vie en fonction de ce qu'on va vivre, etc. Donc, c'est présent chez les enfants, mais aussi du coup chez les adultes.
Ouais. Je sais pas ce que Ouais, tu en c'est, penses, Clem ou Emma, par rapport à… ouais, un réflexe, il peut toujours être présent. C'est encore une fois, le but du jeu, c'est de survivre. Donc, le réflexe, il va nous aider en fait à ça. C'est-à-dire que les meilleurs exemples, malheureusement, dans des contextes comme ça, c'est des attentats. Des exemples, je prends les attentats de Paris qu'il y a eu, et des gens qui se sont retrouvés à faire le mort, à être dans des situations dramatiques. Le réflexe va être présent, et puis là, bizarrement, il va se réintégrer, il va être présent, il va revenir pour cette situation-là, mais il ne va pas se réintégrer après à la fin. Donc, il va falloir malheureusement le réintégrer. Donc, il y a des gens qui vont vivre avec ces traumas-là et avec déjà traumas psychologiques, mais traumas surtout qui va être lié après au réflexe, donc des hypersensibilités auditives, des hypersensibilités tactiles, etc. Ça peut être des cas, des accidents de voiture, des gros stress quotidiens. Et chez l'enfant, bah, ça va être sinon ça va être des manques de stimulation, donc les youpala, le manque de ramper, le manque de mobilité, de mouvement, de stimulation aussi, parce qu'aujourd'hui on les met devant des écrans et puis c'est pas mal. Et tout ça va aussi pas permettre de développer, comme disait Emma tout à l'heure, va pas permettre de développer, de maturer le système nerveux. Et donc, bien sûr, les réflexes vont être présents vu qu'on veut survivre. C'est toujours, encore une fois, on reprend la même chose. Ils sont là pour nous. Donc, on n'en a pas besoin après, normalement. Mais si on voit que notre corps en a toujours besoin, ils vont toujours être là. Ouais, c'est là, ils sont là pour nous, bien sûr. Ils sont là pour nous, pour, évidemment, comme tu l'as dit, toujours pour survivre et Pour vivre. survivre, c'est ça, ouais. Mais après, une fois qu'ils sont intégrés, ce qui nous permet de développer du moment, encore une fois, volontaire à volontaire. Une fois qu'on est bon, on est bon. On peut passer à d'autres stades. Il y en a certains, comme disait aussi Emma tout à l'heure, c'est très bien aussi de le signaler, c'est qu'il y a d'autres réflexes aussi, il y a d'autres catégories de réflexes. Il y a des réflexes de vie qui seront toujours présents. Donc ça, c'est toujours important de les avoir et on cherche à eux à les avoir, entre guillemets. Donc c'est ça qui est intéressant à regarder en fait chez alors moi je regarde ça chez les enfants beaucoup, comme Loïc et Emma s'ils travaillent avec les enfants, parce qu'on voit les perturbations motrices qu'on va avoir, mais aussi les adaptations en fait que l'enfant va faire. C'est ça que je trouve ça extraordinaire. Moi, c'est l'adaptation que je trouve extraordinaire, perso. Je trouve je leur dis toujours aux enfants qui sont super intelligents, parce qu'ils sont capables de s'adapter à quelque chose. En plus, je trouve ça génial. Ouais. Avec leur réflexe tonique asymétrique, ils sont capables finalement de s'adapter. Malheureusement, pas forcément à leur faveur, mais ils sont adaptés. En tout cas. Ok. Emma? Oui, moi j'aime bien l'image de Paul Landon qui dit que c'est comme un chemin à débroussailler et il faut l'entretenir quand on intègre les réflexes et toujours garder à l'esprit que les réflexes sont le symptôme de quelque chose. Et on parle souvent tel réflexe non intégré cause ceci, mais les réflexes sont avant tout le symptôme d'une immaturité quelque part dans le système nerveux. C'est important de déterminer à quel niveau se trouve cette immaturité et de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un manque de mouvement? Est-ce que c'est une intolérance alimentaire? Enfin, quelque chose qui perturbe le système nerveux. Et le choc physique, psychologique, ça a été dit. Ça peut aussi être un problème structurel. Donc, parfois, aller chez l'ostéo permet un travail sur les réflexes qui fonctionnent. Donc, il y a des choses à mettre en commun et à additionner pour avoir de l'effet quand l'intégration ne fonctionne pas. Et je vais quand même parler de cette situation mondiale très stressante pour tout le monde, la situation actuelle qu'on vit tous et que les enfants vivent. Je pense qu'on a du boulot, on a du pain sur la planche. Parce que Ouais, là, on est d'accord. donc voilà, c'est quand même un contexte stressant et des conditions de vie qui ne sont pas appropriées à comment un enfant se développe de manière harmonieuse. Et c'est important d'en prendre conscience et pour les parents de pouvoir le plus possible essayer d'amener un cadre à la maison, en tout cas sécurisant, qui puisse aider à cette bonne intégration, à ce bon développement du système nerveux. Ouais, parce on avait aussi eu une discussion comme ça avec Paul Landon. On vous invite à aller voir les podcasts, les gars, parce qu'il y en a quand même eu 2 avec lui, où il parlait aussi de cette. Donc, je lui avais posé la question en disant voilà, quand on arrive à inhiber un réflexe archaïque, est-ce qu'on peut considérer qu'il est acquis? Il m'avait dit oui, c'est à peu près ça, hein, donc on était pas mal. Mais il y avait aussi ce côté où les gens ne comprenaient pas forcément qu'il y avait des moments et typiquement, oui, sous stress, où en fait, on n'avait pas cette capacité d'inhibition. Et les enfants sont très sensibles à ça. Typiquement, un enfant qui n'est pas sûr de lui, etc., qui va être amené à amener une réponse devant la classe, va peut-être être dans une situation de stress, mais qui sera,
surcoté par son organisme, quoi, par son propre cerveau. Et donc, du coup, il va stresser beaucoup plus que ce qu'il ne devrait. Il va assimiler ça à une situation de danger. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a des réflexes qui ressurgissent, etc. Et je trouvais que, comment dire, c'était pas que noir, que blanc. Et je garde cette image. Merci Emma et Paul, du coup, pour l'image du débroussailler. Et on continue d'entretenir parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Alors, je trouve ça drôle. Il y a une question de Sébastien qui dit quelle bière à conseiller pour inhiber le réflexe de succion? Pierre, les, Quelle bière, bah, ouais, quelle bière à conseiller? les bières de Coty Cook, elles sont très bonnes si jamais Seb, il faut que tu viennes ici. Alors, pour ma part, ce sera plutôt triple carmélite parce que j'adore le miel. Plutôt un Orval. Je Alors, n'ai pas réflexe. les Français, C'est c'est du des bières, réflexe. c'est des noms de super bonnes bières. C'est pas comme les vôtres. Je rigole. Ça dépend du réflexe en fait. Tu sais, genre, tu prends cette bière-là pour tel réflexe, tu prends cette bière-là pour tel réflexe. On est peut-être en train de créer un concept, les gars. On est À peut-être. creuser, à creuser. Il y a une question un peu large comme ça, mais en fait, elle est intéressante aussi. En fait, il y a quelqu'un qui pose la question à savoir est-ce qu'il y a un moyen le plus efficace d'inhiber un réflexe? C'est compliqué, c'est vaste. En fait, au final, il n'y a pas vraiment un moyen, il y en a plein. Mais est-ce que vous, dans vos outils, peut-être, Loïc, est-ce que tu as des outils particulièrement que tu mettrais en avant ou pas? Voilà, je ne sais pas trop. Ouais. On a perdu Loïc. Ouais, voilà. Vous Il vient de m'entendez? revenir. Ah, j'ai pas entendu, ça a coupé. Ah, très bien, vous l'avez. En fait, tu avais entendu la question, il y a une personne qui posait la question Ouais. est-ce qu'il y avait un moyen, est-ce que le moyen le plus efficace d'inhiber un réflexe? Est-ce que pour toi, il y a un moyen le plus efficace? Écoute, je pense qu'on est beaucoup à la recherche à chaque fois de méthodes magiques. Ouais. Et je pense que ça perd beaucoup les parents, en fait. Ils entendent tellement de choses sur l'éducation, tellement de choses, voilà, des réflexes, des nouveaux mots qui apparaissent de plus en plus, etc. Et pour moi, c'est pas le plus simple, c'est juste la nature. C'est-à-dire que normalement, si tu suis le développement d'un enfant, que tu laisses un peu libre et que tu suis juste simplement la nature, les réflexes, normalement, s'intègrent petit à petit et se développent. Si tu vas dans certains pays d'Afrique ou même en Asie, ou quand tu vois les enfants grandir dans des villages, etc., il y a des problèmes qui sont vraiment très occidentaux. Mais ça, c'est dû à aussi parfois qu'on complexifie beaucoup les choses. Et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup aussi le mouvement pour intégrer les réflexes. Mais moi, le conseil que je donne aux parents, c'est juste, souvent, je leur dis, vous avez déjà les clés en vous. Vous connaissez la nature, le développement de l'enfant. Il ne faut pas chercher parfois trop de choses. Il faut juste se recentrer sur l'essentiel, laisser l'enfant bouger, découvrir le monde, être auprès de lui parler, le tenir contre soi. C'est juste des petits gestes simples qu'on fait, mais parfois on veut. Le professionnel, c'est normal que lui, il soit très théorie, mais si on essaie de transmettre aux parents et aux enfants trop de théorie, ils s'y perdent. Et ça fait tout l'effet contraire. Et je pense que la plus simple image, c'est tu prends le film Kirikou ou Mowgli, les dessins animés, mais je pense qu'eux, ils n'ont pas de problème par rapport au réflexe parce qu'ils bougent toute la journée, ils mangent simplement, ils dorment. Après, on est dans une société très stressante et on fait face à beaucoup de perturbateurs. Vous en avez parlé de tout plein tout le long du confinement avec les personnes que vous avez eues. Donc, c'est à adapter à notre société, bien entendu. Mais donc, pour moi, pour répondre à cette personne, la meilleure méthode, c'est essayer de se rapprocher du plus naturel possible de notre développement en tant qu'humain. Un sourire, parfois, c'est bien plus puissant que la meilleure méthode sortie des meilleures études. Enfin, après, ça reste mon avis, mais Non, voilà. Un avis très humain et qu'on partage, hein, je pense, tous les 5 au final, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément, la communication, comment dire, vraie, véritable avec par exemple ici, bon, le parent qui va aussi, par la compréhension que vous allez lui donner, s'investir beaucoup plus et donc du coup aider l'enfant à s'investir beaucoup plus. Ça, c'est aussi super important, hein. Donc, merci à toi, Loïc. ouais, Clem peut-être ou Emma, un truc à rajouter par rapport à ça?
pense que vous partagez pas mal ce que… ce que… Ouais, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas il y a pas de méthode miracle. On le saurait, en fait. Ça serait déjà fait et puis ça serait réglé. Je pense qu'en plus, surtout, chaque enfant, chaque adulte, selon qui vient nous voir, a aussi son propre chemin, son propre passé, et à nous de pouvoir l'orienter au mieux par rapport à lui. Donc, l'idée après, c'est de trouver aussi la bonne méthode. Je sais que moi, exemple, chez les enfants, au début, c'est pas facile, c'est ce qu'ils arrivent, c'est un peu particulier, ils voient ça comme un jeu, pas comme un jeu. C'est quand même stressant, c'est pas stressant. Donc moi, je tombe beaucoup par le jeu. On fait beaucoup de pauses, on fait des cache-cache, on fait des coloriages. Après, à chaque fois, je vais chercher à les stimuler par d'autres façons, par le jeu. Donc c'est déjà leur montrer qu'en fait, l'environnement avec moi en tout cas, va pas être stressant et puis qu'après derrière, on va pouvoir travailler tranquillement. Et puis surtout que aussi, comme disait Loïc, aussi aux parents, c'est que souvent ils sont quand même pas mal perdus avec tout ce qu'on leur voit sur Internet, puis avec quand c'est pas les médecines parallèles, c'est les médecines traditionnelles, donc ils vont aussi beaucoup être attachés à ça. Donc aussi, il faut qu'ils soient, comment dire, adeptes avec nous, en fait, qui partagent notre travail avec nous. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup participer les parents, je fais beaucoup participer les enseignants aussi, pour qu'en fait, l'enfant soit au cœur du travail et que tout le monde, tous les intervenants familiaux ou extra-familiales puissent intervenir avec l'enfant pour l'aider et pour le comprendre au maximum. Cool. Emma, toi, tu as beaucoup de choses à dire parce que je sais que toi, tu utilises beaucoup, enfin, avec ta façon de faire, ta méthode libre par le mouvement, avec fascia yoga, etc. Est-ce que quand tu as Merci. créé fascia yoga et tout ça, est-ce qu'il y avait aussi cette idée de la réintégration des réflexes archaïques par rapport à ce que tu faisais? Oui, oui, mais ça reste des pratiques collectives et c'est pas personnalisé et ça devrait, pour intégrer, quand il y a un réflexe non intégré, il faut de la régularité, de la répétition. Donc, voilà. Ça peut aider, mais c'est pas suffisant, clairement. Déjà peaufiner, enfin, essayer de trouver quelle va être l'approche la plus pointue. Enfin, c'est avec INPP maintenant que je parle comme ceci. Je parlais différemment il y a quelques mois. Il y a des nouveaux apports en INPP. On passe par 3 heures de questionnaire, d'abord un questionnaire en ligne et puis 2 heures de questionnaire et d'anamnèse pour arriver à 5 minutes d'exercice quotidien. Donc, c'est affiner à quel stade du développement il y a eu un bug où il faut remonter pour essayer d'être vraiment précis dans l'approche et qui soit la plus porteuse possible. Et donc, oui, il y a des mouvements, enfin, dans les cours que je donne, il y a des choses, des mouvements d'intégration, des stimulations sensorielles, il y en a, mais c'est clairement pas suffisant et c'est clairement pas personnalisé. Mais il y a des choses qui peuvent aider de toute façon à élargir son vocabulaire de mouvement, ça oui. À entretenir plus, mais vraiment pas avoir une approche. Puis c'est plus pour adultes aussi, hein, donc et les adultes ont compensé, se sont adaptés, donc il y a beaucoup à dire, oui. Ouais. Quel est pour vous le réflexe à l'heure actuelle peut-être le plus présent, le plus communément vu? Est-ce qu'il y en a particulièrement ou est-ce que c'est un peu de manière générale? Ici, par exemple, avec le confinement, etc., vu que le taux de stress est assez élevé, il y aurait peut-être le moro, il y aura un petit peu le réflexe de paralyser par la peur, ces choses-là qui doivent peut-être prédominer déjà de base. Mais est-ce que dans vos pratiques, est-ce que c'est quelque chose de communément qui arrive souvent, peut-être? Je sais pas, Loïc ou Clem. C'est un peu dur un peu. Non, non, ça. Je te donne le mic. Tiens, Clem. Pour ma part, avec moi, c'est un peu biaisé, vu que moi, je travaille beaucoup avec des enfants qui ont des TDA, TDAH, donc c'est toujours le RTAC qui est présent. Je sais, c'est quasiment genre à 100%, c'est pour pas, je veux dire 99 pour dire, oh, regardez, il y a une marge de. Mais non, lui, il est tout le temps là. Moreau, bien sûr, quasiment aussi tout le temps. Labyrinthique, j'en ai quand même de temps en temps des RTL, mais c'est pas, il n'est pas communément, mais il est quand même présent. Et sinon, beaucoup de grasping. Est-ce que tu pourrais, alors ce qui serait pas mal de faire, je sais que c'est pas facile non plus parce que de commencer à mettre une définition par chaque réflexe, etc. Mais peut-être juste dire, ok, moi je connais pas du tout, je sais pas ce que tu dis, RTL ou RTAC, je sais pas. Réflexe tonique labyrinthique, donc en gros, que dès que les yeux fermés, l'enfant il va bouger la tête et il va avoir soit une perte d'équilibre en avant ou en arrière, ou on peut avoir des tensions musculaires qui vont se mettre. Ce
qui va emmener des compensations après physiques et émotionnelles qui vont être reliées à ça. Et grasping, après, ça dépend qu'une fois de la stimulation qui va y être, mais pour faire simple, ça va être vraiment, l'enfant va revenir, va refermer la main. C'est un des premiers réflexes que tout le monde un peu connaît quand on vient stimuler un peu la main. Le bébé vient serrer très très fort le doigt. Ben, ça, on va le retrouver assez communément aussi sur des enfants avec des troubles scolaires en tout cas. Cool. Ok. Loïc, peut-être? Ouais, non, ben Clem, il a super bien résumé. Après, c'est vrai que au niveau du réflexe de Moro, du RPP, c'est quelque chose qui est super, super important pour moi parce que ça relève de la. Après, Emma pourrait mieux en parler, mais ça relève en tout cas de la sécurité intérieure et, et ça engendre aussi tout ce qui vient à la suite. Donc, pour moi, un enfant qui se sent pas en sécurité, comme il disait Clem au début, le jeu entre la survie et la vie, s'il se sent pas en sécurité, ça va être très compliqué après pour lui de continuer à avancer dans sa propre vie, surtout dans des périodes très stressantes comme aujourd'hui. En tout cas, moi, le Moro, je le vois chez 80-90% des enfants que j'accompagne et je fais que de l'individuel. Donc, et après, on pourra faire une autre table ronde sur les adultes. C'est quasiment pas du 100%, mais on y est presque, hein. Mais du coup, ouais, tout ce qui est sécurité intérieure, je trouve que c'est essentiel par rapport au réflexe. Ok, cool. Emma, peut-être? Oui, moi, oui, comme ils ont dit, Loïc et Clem, et j'ai comme pas mal aussi de réflexes au niveau des pieds et galant, spinal galant. J'ai eu un beau galant hier. Moi, je pense qu'il est présent, il est fortement présent. Dès que je me fais masser, dès que quelqu'un me touche le dos, moi, c'est une catastrophe. Galant et RTAC chez les enfants TDA, c'est Ouais. sûr. C'était sûr à 100% qui y sont. Ça serait un texte. Enfin, ça, c'est comme disait tout à l'heure Emma, c'est faire des mouvements rythmiques, etc. C'est super important, mais c'est clairement pas suffisant. On peut aller 10 fois plus loin. Et je suis aussi un peu. Alors, je sais pas du coup ce que fait Sandy par rapport à ta formation, Emma, mais c'est vrai que c'est trouver où ça bug en fait. Il y a plusieurs niveaux et c'est trouver où ça bug. Et après, il y a plusieurs tests. Et ce qu'on a fait hier avec une enfant, sa mère, tu as vu la tête de la mère, c'était extraordinaire parce que des fois, c'est pas forcément au niveau du récepteur sensoriel qu'en fait que ça bug. C'est que ça peut le cheminement, il peut être un peu plus étagé, un peu plus loin, et ça où trouver en fait où ça bug pour pouvoir le réintégrer le plus facilement et être spécifique en termes d'exercice, en termes de répétition, en termes de fréquence, etc. par rapport à l'enfant. Parce que je veux dire clairement, un enfant, c'est tu lui demandes juste de se rouler une balle sous le pied ou sur la main, ça, il va se le faire 5 minutes, puis il va être saoulé. Et puis si tu dis que simplement que c'est ça, honnêtement, à $100 de l'heure, ça fait un peu cher la séance. Donc je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et c'est à nous d'aller plus loin en fait et de proposer de la spécification par rapport aux besoins de l'enfant et de l'adulte. Quand même beaucoup de différences, mais c'est de proposer en tout cas quelque chose de spécifique, encore une fois, et à quel étage ça bug? Est-ce que c'est au niveau du cervelet, c'est au niveau du tronc cérébral, est-ce que c'est au niveau de la moelle épinière, c'est par rapport à, enfin, on va aller dans les grands détails, mais c'est quelle voie neurale est le plus touchée? C'est vestibulo-spinal, c'est la voie de la colonne dorsale, c'est où ça bug en fait. Et là, directement, les choix des exercices qu'on va pouvoir donner, ben, il est beaucoup plus précis et les résultats sont directement là. Emma, c'est vraiment ce que tu fais par rapport à la formation que tu as établie là maintenant avec Sally Godard. C'est vraiment le but, c'est vraiment d'être spécifique à ce que tu veux proposer, quoi. C'est ça, mais c'est en un an, j'ai fait le premier module, hein, donc c'est en cours, mais oui, c'est clairement vers là que ça va, et c'est vraiment déterminer quel stade du développement est à viser, donc par questionnaire, mais depuis la conception jusqu'à la famille, il y a énormément de questions pour être le plus spécifique et précis possible dans ce qu'on donne au final et qui évolue de toute façon. Ouais. On sait qu'il y a toute une série, il y a un ordre bien spécifique au niveau des réflexes. L'ordre a aussi son importance, j'imagine. Je ne sais pas si moi, je ne suis pas vraiment spécialiste dans les réflexes, c'est pas quelque chose, je m'y intéresse, mais ce n'est pas un truc que je pratique ou je n'ai jamais testé qui que ce soit par rapport aux réflexes parce que je ne maîtrise pas encore le sujet. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a un ordre bien spécifique. Est-ce que par exemple, s'il y a un problème
plus tard dans tel et tel réflexe, est-ce que les autres auront aussi forcément un retard? Ou on peut avoir un peu comme une pyramide incomplète, un peu. Ça peut un peu aussi se passer comme ça? Ou est-ce que si j'ai un réflexe en haut de la pyramide qui n'est pas intégré, est-ce que les niveaux inférieurs vont aussi avoir des soucis? Je ne sais pas trop, c'est une question que je me pose. Je viens de Oui, parler. t'en penses quoi, ouais. Laisse passer. Je viens de parler, donc. Ah, on donne le micro encore une fois. Parce que ça, c'est vraiment ouais, alors, moi, je pense quand même qu'il y a quand même corrélation à chaque fois, quoi, parce qu'il y a rien à faire. On est des individus complets. Et je pense qu'à partir du moment où il nous manque une partie du puzzle, il n'y a rien à faire. Le puzzle n'est pas à fond. Donc, je pense qu'il y a quand même comment dire, des relations par rapport à ça. Mais est-ce que vous, dans vos pratiques professionnelles, vous avez justement, OK, il y a une corrélation entre deux réflexes qui sont souvent pas amenés en même temps. Je ne sais pas. Emma, ça a l'air de te parler. Si, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, enfin, il y a un ordre, mais on ne se construit pas quand même de façon linéaire, c'est pas aussi simple que ça. C'est ça. On trouve sa voie, c'est une toile d'araignée, enfin, je veux dire, on trouve une voie, on s'adapte, et c'est clair qu'il faut remonter au premier bug, en fait. C'est ça. En C'est 2000. exactement ça. Mais oui, il y a certains réflexes non intégrés qui vont clairement empêcher l'intégration des suivantes, etc. Ça, il y a quelque chose dans l'ordre, mais c'est pas aussi simple qu'une construction Ouais. par escalier. Enfin, on peut simplifier, mais c'est pas linéaire à ce point-là. Il y a toujours… c'est complexe, c'est une toile d'araignée. Oui, et encore une fois, il y a aussi ce côté Heureusement. d'individualisation. Oui, c'est tout à fait, hein, on est d'accord, Clem, mais c'est aussi pareil. Et donc, quelqu'un qui va avoir une vie, on va dire, normale, et les enfants que toi, tu traites, Clem, pareil, en fait. Ça, quand on dit ça, ça paraît complètement logique de se dire, oui, Ouais. ces enfants-là ne vont pas, comment dire, apprendre, évoluer de la même façon qu'un enfant enfin, on va dire normal, j'aime pas ce mot, mais on se comprend. On s'entend, ouais, non, c'est sûr, mais c'est ça qu'elle disait, c'est qu'on sait qu'il y a certains liens entre certains réflexes. Exemple, Moreau va emmener le travail de main, exemple, parce que Moreau, il a plusieurs phases, exemple, et déjà, c'est ça, c'est quelle phase du Moreau aussi peut être perturbée, parce que c'est pas forcément de toutes les phases. Et après, on sait que ça peut emmener une perturbation de certains d'autres réflexes, mais c'est vrai que c'est pas ça est égal ça, donc est égal ça, ce serait génial. Ennuyeux, mais génial. C'est ça. Mais ouais, c'est ça, c'est un peu plus complexe que ça. Mais après, c'est comme disait Mas, en fait, il y a pas mal, on a beaucoup de. Moi, personnellement, je teste, je travaille, je reteste, je travaille, je reteste, je travaille. En fait, il y a toujours ces tests-là qui reviennent tout le temps pour toujours guider. Et toujours affiner encore une fois les exercices, affiner le suivi. Puis un réflexe, il y a plusieurs pourcentages d'intégration aussi qu'on peut voir. Des fois qu'on le voit beaucoup, puis petit à petit, il se réintègre. Donc, c'est là-dessus on va noter les progrès, qu'on va voir le suivi aussi avec encore une fois, enfants et adultes. Mais c'est là-dessus. Ouais. Super, merci. C'est bien de le préciser. Ici, j'ai une question pour un enfant TDAH. En réintégrant le FTAC, en combien de temps les résultats peuvent être visibles? C'est compliqué. Ouais. sur visible à la maison, à l'école? J'imagine que c'est dans… Mon avis, c'est Les deux. plutôt… Les Ouais. deux. C'est compliqué à dire, c'est encore une fois, parce que des fois, il n'y a pas que le RTAC qui vient perturber, mais généralement, on voit quand même des résultats, on va dire rapides. Après, qu'est-ce que c'est rapide en fait? Après, c'est ça que la définition. C'est sûr, c'est pas le réflexe est réintégré, boum, l'enfant est nickel, il est super calme, il arrête de bouger dans tous les sens et il va écouter, il va être un super bon élève. Ça va pas être ça. Mais par contre, on voit des modifications. Moi, comme retour de parents, par exemple, c'est que, tiens, avec ma fille, j'ai réussi à faire une recette de cuisine pendant 2 heures et elle a tenu ces 2 heures de concentration. Elle m'a aidé. Voilà. C'est des choses du quotidien, en fait, qu'on va avoir des changements de comportement qu'on ne voyait pas avant, mais ça peut prendre ça. Qu'est-ce que c'est rapide? C'est pas non plus en 1 heure de séance. Et en réintégrant le réflexe, une fois qu'il est réintégré, il faut être sûr qu'il soit réintégré aussi, que boum, l'enfant, voilà. Par contre, on lui donne juste la possibilité d'avoir accès à son cerveau. C'est juste ça. Si on lui donne libre accès, après, ça ne veut pas forcément dire qu'il va s'en servir. On lui donne juste la clé pour qu'il puisse avoir accès. Donc ça, c'est un autre point aussi. Intéressant. Bien. Je ne sais pas si Emma ou quoi que ce soit. Parce qu'on me demande où il faut envoyer les questions.
Bah, en commentaire, hein, c'est pas plus mal. Par courrier, Par par mail. courrier, FedEx, En commentaire aussi. à l'ancienne. Ouais. Ouais, en commentaire, on les lit. Hein, c'est de là que Voilà. viennent les principales questions, hein, les gars. Donc, n'hésitez surtout pas. Ouais, n'hésitez pas si vous voulez qu'on développe un peu plus sur certains réflexes ou autres. Si vous ne comprenez pas du tout certains trucs, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Ici, je pense que tu avais une question intéressante et très pertinente, Benjamin, qu'une personne, un adhérent t'avait posée. Je me rappelle, tu te rappelles un peu ce que tu avais dit? Oui, c'est ça. Donc en fait, j'ai une dame qui avait un souci avec, enfin un souci, c'est un bien grand mot, mais qui disait justement que sa fille avait dyscalculie, dyslexie, ce genre de choses. Et en fait, elle était en train de lancer un peu tout ce qui était, suivi par une logopède, etc. Et elle me demandait un peu justement de poser la question ici, en fait, hein, pour avoir votre avis, en disant oui, est-ce que pour vous, du coup, hein, vous trois les gars qui êtes spécialisés là-dedans, donc troubles d'apprentissage, Emma. etc. Oui, en priorité, Emma en première, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que pour vous, justement, les bilans qui sont amenés en logopédie, etc., et tout ce qui est suivi d'enfants est suffisant? Moi, j'ai déjà un petit peu mon avis, mais parce qu'encore une fois, on perd beaucoup les parents, et sans les parents, difficile d'aider l'enfant. C'est ça le problème. Ouais, ben, heureusement, il y a des logopèdes qui se forment en réflexe, c'est vraiment génial parce que c'est vrai que la logopédie classique, et pour reprendre les mots d'une logopède, on s'occupe que des sphères supérieures et on coupe la tête du corps et on va pas chercher ce qu'il y a en dessous. Et je pense que ça va évoluer. Espérons vraiment que ça va évoluer. Ça ne peut qu'évoluer. Je pense que c'est des domaines. En formation réflexe, il y a des logopèdes, il y a des psys, il y a des éducateurs sportifs, il y a des kinés, il y a des ostéos, il y a des accompagnants scolaires. Donc, toutes des professions qui ont un intérêt à comprendre. Et il est vraiment temps qu'on parle le même langage et que ça fasse partie tout doucement des cursus des différentes professions et formations. Espérons que ça arrive. Mais c'est vrai qu'en logopédie, voilà, je vais laisser. Je pense qu'on a passé 50 années à vouloir diviser tous les systèmes par spécification. Des spécialistes de tout qui sont spécialistes de rien. Donc non mais je suis un peu tac mais euh, il y en a qui sont spécialisés dans le genou, ils parlent que du genou mais ils oublient qu'il y a des pieds, des hanches. Il y en a qui sont spécialisés que de pieds mais qu'ils oublient qu'il y a tout un corps au-dessus. Il y en a qui sont spécialisés que d'un certain système. Enfin ça, tu prends des neurologues qui sont voilà, ils sont extraordinaires hein, mais ils parlent que d'une certaine principe du système nerveux, ils oublient tout le reste. Donc en fait le problème c'est qu'on est holistique et qu'il faut prendre tout en considération et que c'est un peu nous, quand on arrive en posturologie, parce qu'on essaie de tout voir, mais on n'est pas spécialisé en tout. Je veux dire, moi, en dentisterie, je suis une quiche, hein, vous imaginez bien, que je ne vais pas arracher des dents. Je pense que je ferais vraiment mal. Et encore une fois, je ne suis pas podologue, je ne suis pas kiné, je ne suis pas excès. Mais par contre, je vais les référer. Je vais référer si je vois des problèmes parce que mon but de jeu, c'est de voir, en fait, voir qu'il y a un souci et que, ah tiens, je vais référer à un tel, je vais référer à un tel. Chose qu'en fait, forcément, quand tu es spécialiste de quelque chose, tu n'as pas forcément envie de référer vu que tu es un spécialiste, en fait. Ah, moi ici, ça bug, je sais pas. Bon sens. Tu as des mots divers et variés. Mais c'est ça, c'est que sans reprocher quoi que ce soit à n'importe quel métier, parce que chaque métier va être très bon, mais ça fait partie d'un tout. Et ce tout, il faut le comprendre aussi. Mais tu vois, Benja, par rapport à la question de la maman, tu pourras prendre le meilleur spécialiste en réflexe, le meilleur neurologue. Si tu, après, les parents à la maison où l'enfant ne s'approprie pas tout ça, je parie pas beaucoup sur les résultats, tu vois. Donc, c'est pour moi mon boulot essentiel, c'est la transmission. C'est pas, je suis pas un guérisseur, donc c'est vraiment transmettre aux parents déjà comment ça fonctionne, parce que la plupart du temps, il faut comprendre que les parents qui ont des enfants qui ont des troubles 10, des troubles TDA, TDAH, spectre autistique, etc., ils ont une grande souffrance parce que de partout où ils vont, la plupart du temps, ils sont incompris. Les enfants sont incompris et c'est des maladies, on appelle ça des maladies, on les catégorise en groupes. On voit même aujourd'hui apparaître beaucoup tout ce qui est phobie scolaire, c'est en lien aussi avec les réflexes.
C'est des parents qui sont beaucoup pointés du doigt. Donc, c'est déjà leur apprendre, leur transmettre à eux la connaissance de leur enfant, tu vois, de comment il fonctionne, comment il se développe, et leur transmettre les outils pour l'appliquer dans le quotidien. Parce qu'au final, nous, on les voit quoi, 1 heure par semaine, 1 heure par mois, mais après, le reste du temps, les enfants et les parents, ils ont tout un quotidien. Donc, oui, c'est bien sûr qu'un suivi avec un thérapeute, c'est essentiel, mais si ce thérapeute-là ne leur transmet pas certaines clés et ne leur transmet pas des choses à appliquer concrètement dans le quotidien, pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et je voulais venir, il y a aussi plein d'enfants qui ne sont pas diagnostiqués, qui sont entre les deux. Et ce sont des enfants peut-être qui vont mettre plus de temps à finir leur travail en classe et l'instituteur va les obliger à rester pendant la récré pour terminer, alors que justement, ce sont des enfants qui auraient besoin de plus d'opportunités de bouger encore. Et que voilà, c'est vraiment hyper important là, de communiquer que les différentes professions, parents, enfin tout le monde en fait, parce que puissent avoir accès à au moins la compréhension de base par rapport à ça et pour pouvoir apporter les bonnes stimulations, avoir les bonnes réactions, enfin de meilleures réactions, en tout cas une compréhension par rapport aux enfants qui ont des difficultés. Je pense que c'est ça, c'est que moi, tu sais, dans mes protocoles, j'allais dire, mais dans mes suivis, je sais qu'il y a, moi, je suis vraiment sur pour moi, un des derniers maillons de la chaîne, parce que mon but du jeu, c'est que ce soit l'enfant, le parent et l'enseignant, en fait, qu'on ait tous une équipe, en fait, tous ensemble pour aider l'enfant au maximum. Parce que le nombre d'enseignants, quand je les appelle, en disant, bah voilà, machin, je l'ai en suivi, en fait, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. En fait, c'est pas volontaire, il fait ça pas contre vous, il cherche pas à vous nuire, il cherche pas, il est pas possédé par Satan. Je veux dire, à un moment donné, c'est juste un enfant qui veut bouger, qui essaie de bouger, il essaie juste de s'exprimer, mais comme on ne le comprend pas, faut rester assis, pas bouger. C'est un peu contradictoire. Et puis, c'est comme disait Loïc, je trouve que c'est un truc qu'on n'en parle jamais, mais les parents, ce sont de bons parents. Ce sont des parents qui font un très bon travail avec leur enfant, sauf que malheureusement pour eux ou dans leur incompréhension, leur enfant a certaines choses qui ne sont pas intégrées, qui se passent vraiment très profondément, qui sont inconscients. Et c'est sûr que c'est une souffrance inconcevable. Moi, j'ai beaucoup de parents qui peuvent pleurer quand ils sont avec moi, etc. Mais je leur assure, ce sont des bons parents, ce n'est pas des mauvais parents. Il faut vraiment prendre en considération avec ça, ils ne font pas un mauvais travail. Ouais, c'est important de le dire, hein, parce que bon, Ouais. encore une fois, la personne qui est venue me trouver, moi, m'a vraiment posé la question en mode, voilà, euh, elle n'a pas vraiment dit, on va pas se mentir, mais clairement, elle disait, moi, j'ai l'impression que ma fille, en fait, est plus en train d'apprendre des choses et de découvrir des choses et d'être bien dans sa peau en venant faire, ben, voilà, là, pour le coup, du CrossFit, que le suivi qu'elle a depuis 2-3 ans. Et je lui disais, écoute, moi, de ce que je suis en train de voir, parce que là, les réflexes archaïques, c'est vraiment un truc où j'ai vraiment, vraiment très, très envie de me lancer à corps perdu un peu dedans. Par rapport, encore une fois, à ce que j'ai appris. Et je dis, je pense qu'encore une fois, on a trop tendance à… c'est un truc que Julien Pineau m'a vraiment… c'est vraiment un truc que j'ai retenu de Julien Pineau, c'est cette ségrégation d'informations, comme vous en parliez, en fait. Il y a vraiment ce côté, OK, on est tellement spécialisé, on prend ça et on ne pense pas au reste, en fait. Donc, on ne trouve pas de corrélation avec le reste. Or, quand je vois une gamine de 11 ans qui arrive, qui a des soucis scolaires, etc., et qui, en fait, après 1 mois et demi de CrossFit, à 2-3 fois semaine, rien de violent, tu vois, on adapte, etc., mais on l'a fait bouger, on l'a fait travailler avec des adultes, on l'a fait parler, sortir un peu de sa zone de confort. Et il y a une évolution d'un point de vue social, d'un point de vue scolaire, etc. Je me dis quand même, putain, on a des magnifiques outils quoi, pour aider ces gens-là. Et quand les parents viennent te trouver en tant que coach sportif en disant merci, la logopédie fait des choses, mais vous en faites autant. Alors, moi, ça me touche, quoi. Ça me touche. C'est ce qu'il faut, ouais, comme disait Emma, je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Après, peut-être nous, on est dans le milieu, donc, c'est nous 5, on est dans le milieu, donc on a l'impression que tout le monde fait ça, mais genre, en réalité, je ne sais pas. Mais c'est vrai que de plus en plus, c'est vrai que dans les formations réflexes, tu vois les enseignants, tu vois des kinés, tu vois des ostéos, tu vois un peu toutes les professions. Tu as même des parents qui viennent en formation aussi, qui sont juste parents, voilà, qui veulent juste apprendre à mieux comprendre leur enfant. Et je pense qu'il y a
Bon, après, c'est mon avis, hein. Je pense qu'il y a une page qui est en train de se tourner d'un point de vue santé, c'est qu'on a, j'ai rien encore une fois contre la médecine traditionnelle qui a son bord, qui est très très bon. Il existe d'autres choses qui sont aussi très intéressantes et je pense que les deux doivent en fait, vraiment communiquer et partager au lieu de se faire une espèce de guerre. Bon, après, on sait que c'est plus d'un point de vue financier qu'autre chose, mais une espèce d'antipolitique de ces deux médecines, alors que nous, on vient juste aider, pardon de savoir. Il y a d'autres professions qui sont aussi très intéressantes dans tout ça et juste, encore une fois, le but du jeu, c'est d'aller bien, de mieux vivre et de mieux bouger. Enfin, c'est juste simplement ça. Ouais. Mais après, ouais, tant qu'il y aura, je pense, cette guerre aussi, il y aura toujours. Je Bah, pense c'est que ouais, ça change un c'est peu. vrai. Ça T'as raison, change un peu. je sais plus avec qui on disait ça, mais on a vraiment c'est une habitude très humaine et peut-être aussi un peu voilà occidentale que de mettre en opposition un peu tout quoi. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose, tu peux pas faire autre chose. Mais c'est faux en fait. Et c'est un peu aussi pour ça qu'on a créé le podcast. C'est justement ce côté où on fait non, on veut vous voir que typiquement j'avais parlé avec un ami de la méthode Strong Fit, CrossFit et il disait non, tu dois faire Strong Fit ou CrossFit. Mais non, en fait, il faut bien comprendre. Voilà, les gros yeux, t'as compris quoi. Tu vois, Ouais, t'as c'est genre, compris. non, c'est Forcément, interdit. c'est Interdit. parti, Tu ne peux pas mélanger. c'est parti en sucette. Hein. Ouais, Bon, vous commencez à me connaître. Hein. Donc, je c'est parti sais. en sucette dans le sens où je dis non, il faut que tu comprennes que ces deux choses-là s'implémentent. Et là, et donc, s'élèvent l'une l'autre. Et ici, c'est Ouais. pareil par rapport à ce qu'on raconte, quoi. Les réflexes archaïques, l'apprentissage, comment dire, la relation, je vais dire privée, la relation en tout cas humaine que tu vas avoir avec le parent et l'enfant. Ouais, c'est ça, mais surtout qu'il y a encore une fois un réflexe, l'entraînement, en kinésithérapie, etc. Ça touche plusieurs sphères. On ne peut pas dissocier la sphère émotionnelle, on ne peut pas différencier la sphère psycho-émotionnelle, on ne peut pas différencier l'aspect motrice, on peut pas ce serait, c'est cool de les dissocier, parce qu'on peut des fois intervenir un peu plus précisément, mais à un moment donné, un blocage émotionnel, ça va jouer sur le physique. C'est comme ça. Ouais. Et puis, il y a un truc tout con. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui a fait ses études en psychologie, en master en psychologie. La psychologie a été reconnue ultra tardivement. Pendant très longtemps, ça a été quelque chose d'une médecine bizarre. Alors qu'aujourd'hui, tu dis que la psychologie, c'est quelque chose, c'est acquis pour tout le monde. C'est normal que l'aspect psychologique, qu'il y ait des psychologues, c'est normal. Mais il y a 60 ans en arrière, la psychologie, c'était quelque chose d'impensable. C'était, oh là, c'est Ouais. quoi, c'est sorcier. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, en fait, on est nous, aujourd'hui, les psychologues, il y a 60 ans en arrière, en apportant peut-être cette vision holistique, etc. Mais, et que dans 60 ans, on dira, mais non, mais c'est complètement logique d'intégrer les réflexes, c'est complètement logique d'intégrer la psycho-émo, etc. Voilà, c'est juste, c'est une période de changement, c'est compliqué. Aujourd'hui, on veut tout sectionner, on veut tout. C'est comme tu dis, il y a des camps, voilà, il y a le camp machin, il y a le camp machin. C'est vrai qu'effectivement, je ne peux pas faire les deux, c'est bien connu. C'est Et c'est connu, dommage mais parce que bref, ouais, c'est d'autres mais visions. ici, nous cinq, en tout cas, et je pense que tous les invités qui sont passés sur NBNG sont dans le même camp, c'est-à-dire le camp de l'humain. Et le camp, et ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, c'est cool parce que je viens de voir une question passer, justement, qui posait la question de oui, est-ce qu'on peut, à la place des exos, passer sur le psychologique? Donc là, je vous pose la question, les amis, à tous les trois. Est-ce que vous avez justement eu des restrictions un peu plus, voilà, par rapport à des exercices qui auraient dû débloquer des choses, qui n'ont pas forcément fonctionné, en tout cas autant que vous le vouliez, et vous avez amené comment dire, vous avez ajouté un petit peu de psychologie, etc., dans votre travail, principalement, très certainement avec les enfants pour le coup, quoique l'adulte peut être pas mal là-dedans aussi. Donc voilà, dites-nous un petit peu par rapport à ça. Vas-y, Loïc, s'il ne bug pas, parce qu'à chaque fois qu'on dit Loïc, il bug, et il bug, c'est magique. Soit il bug, soit il est vraiment fort. Il est vraiment fort. C'est génial, j'adore. Et en fait, le truc, c'est que tu as posé la question. Oui, J'adore. 1, 2, 3 soleil, lui qui est extrêmement fort. J'adore. Emma, du coup, est-ce que tu peux commencer? Oui, puis ça se fait. Aller sur la sphère psychologique, il faut avoir les outils et pouvoir gérer aussi. Il ne faut quand même pas s'aventurer trop loin sur des choses qu'on ne peut pas gérer. Donc, toujours faire doucement, quoi. Vraiment pas risquer de lever des choses après qu'on se dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Enfin, il faut quand même faire gaffe, pour le dire platement. Mais il y a un impact psychologique qui est là et le bébé développe son langage corporel avant de développer le langage parlé.
Et il y a besoin d'interaction, il a besoin d'imiter, de répéter, de voir des adultes grâce au nouveau miroir. Et c'est ça qui va construire son langage corporel. Mais si ce langage corporel-là, si le vocabulaire de mouvement est limité, il ne va pas non plus pouvoir comprendre le langage corporel des autres. Donc, dans une communication, il y a 90% de langage corporel. Et alors, c'est ça que je pensais à la petite dont tu parles. Une fois qu'on élargit le vocabulaire de mouvement, que ce soit d'un enfant ou d'un adulte, il y a clairement directement au niveau interaction sociale et au niveau psychologique, il y a clairement des choses qui se débloquent. Mais vraiment, aller sur la sphère psy volontairement, moi, je ne me sens pas suffisamment armée que pour y aller. Mais il y a des choses vraiment agréables à observer à ce niveau-là. Mais même sans aller parfois dans la sphère psy, tu vois, parce que nous, c'est pas notre métier, c'est quand même, il y en a qui font des années d'études pour ça. Mais simplement, par exemple, moi, j'ai une question tout bête dans mon questionnaire. Je pose toujours à l'enfant, et Paul Landon, il en parle aussi de temps en temps, c'est en gros, quel est ton rêve? C'est quoi ton rêve? Et on se rend compte, enfin moi personnellement, je me rends compte que les enfants, ils rêvent plus. Et pour moi, le rêve, c'est en lien aussi avec le mouvement. C'est triste, hein. Et d'ailleurs, quand tu as un petit alphabet en termes de mouvement, tu as du mal à avoir cet esprit de rêve-là. Et parfois, de juste travailler aussi sur les rêves de l'enfant, on voit quand il se remet à bouger, même de manière parfois plus coordonnée, qu'il y a plein de choses qui, même au niveau du regard, ça s'éveille. Il y a des rêves qui commencent à apparaître. Il voit la vie différemment. Donc, sans parler de psychologie en termes d'histoire familiale, etc., etc., mais de simples questions comme ça, comme le rêve, comme des objectifs de vie, j'en sais rien, des choses, pas quel métier tu veux faire plus tard, forcément, les trucs basiques d'orientation d'école, mais vraiment aller un peu plus haut. En lien avec le mouvement, je trouve que ça fait un joli lien pour les enfants, en fait. Et on les empêche de rêver, de toute façon. Quand ils sont petits, c'est je veux devenir footballeur. Non, mais arrête. C'est pas forcément le footballeur en lui-même le principal. C'est juste qu'il se l'imagine tous les jours qui est beau. Donc, et du coup, en lien avec ça, ça fait partie aussi, c'est pas directement lié au réflexe, mais dans un accompagnement, dans un mode de vie, ça fait partie aussi de ça. Et du coup, on peut faire ce lien-là entre les deux. Moi, j'ai voulu devenir Kobe Bryant quand j'ai commencé à jouer au basket, mais putain, j'ai vite été déçu. Ouais, mais ça t'anime toujours autant. Ouais. Et ça t'empêche pas de jouer au basket. Il y en a, ça les aurait empêchés. Et ça, faut pas que tu prennes l'hélicoptère, c'est tout. Oh là là. Ouais. Oui. J'ai un humour noir. Ouais, on l'accepte. On vous prend comme vous êtes, les gars, dans votre entièreté. Dans votre entièreté. Mais ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a justement, moi j'ai un côté aussi, alors j'assimile pas ça à de la psychologie, mais c'est un côté mindset où on exprime justement beaucoup de choses par rapport à ça. Et je remarque aussi, comme tu dis, Loïc, que les enfants sont peut-être un petit peu trop vite plongés dans un monde d'adulte où ils n'osent pas, en fait. Ils n'osent pas parce qu'on les ridiculise un petit peu. Il y a ce côté un peu, voilà, c'est tout bête. J'ai 30 ans, moi je suis un fan de manga. Ben, je veux dire, je suis là avec mes tatouages. J'ai un gamin de 12 ans qui me parle de Naruto. Je fais, ah, t'aimes bien Naruto? On discute. Et ça les désinhibe aussi énormément. Je pense aussi qu'on a un rôle, alors moins que les parents, certes, mais je pense qu'on a un rôle de modèle aussi, de leur dire, mais les gars, permettez-vous de parler de ce dont vous aimez parler, en fait. Tu vois, un côté un peu mindset plus que psy, hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais... C'est ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle psy. C'est-à-dire qu'on utilise de la psychologie pour faire intégrer l'enfant à notre conception aussi des choses. C'est sûr que le jeu, pareil, moi j'aime bien les mangas, j'ai une culture dessin animé. Moi, je suis un grand enfant, donc c'est le jeu. Je joue plus que lui en fait. C'est limite moi qui demande qu'on joue. Mais c'est ça. Juste, moi au début, ça, l'enfant va être beaucoup dans la négation. Genre, non, je ne veux pas faire les exercices. C'est sûr qu'il y a des exercices vestibulaires, pourquoi je fais ça, faire un exercice super, je m'en fous. Mais petit à petit, fait, quand on va l'emmener dans notre univers, finalement, il va même plus chercher à comprendre, savoir si il va sentir déjà que ça lui fait du bien, donc il va le faire, déjà parce qu'il n'est pas trop bête. Et puis derrière ça, c'est que
ben, il y a une complicité qui s'installe. Donc, si c'est ça, utiliser la psychologie, oui, on est obligé de passer par là avec les enfants et les adultes aussi, encore même plus les adultes. Euh, mais, euh, mais alors que, par contre, travailler en psychologie sur des psycho-émos, je prends des cas qui peuvent être graves, mais des viols et compagnie, personnellement, moi, je ne suis pas du tout professionnel par rapport à ça. Je vais référer, effectivement. Voilà. Mais c'est ce que disait Emma, c'est qu'il y a psychologie, il faut être ultra pointilleuse, qu'on peut toucher à des choses très, très compliquées et ouvrir peut-être des cicatrices anciennes, etc., qui sont un peu difficiles après à fermer. C'est certain, mais à côté de ça, moi je pars du principe que de toute façon on peut référer, mais aussi que tu peux pas régler un problème dont tu ignores l'existence en fait. Ouais. Et enfin, je pense que je parle au nom de tout le monde ici, ça nous est tous arrivé d'aller dans une direction où le client s'effondre en larmes, quoi. Et même adulte, adolescent, bref, vraiment, où tu dis, ok, tu as vraiment 2 secondes où tu dis, ok, là on touche à un truc, il se passe quelque chose. Et moi, c'est ce que je dis toujours, mes collègues, ils me disent toujours, toi, tu as une façon vraiment de gérer ça, mais un truc de fou. On voit jamais que tu es stressé et tout ça. Mais je dis, il y a toujours une part de stress parce que tu sais, tu t'attends pas à ça, la personne. Mais par contre, je vois toujours le positif, c'est-à-dire que cette personne qui, je vais utiliser un terme fort, qui s'effondre devant toi, ça veut dire qu'elle a confiance en toi. Ça veut dire qu'elle a confiance, ça veut dire que toi, tu es armé en fait. Pour elle, tu es armé pour pouvoir l'amener dans une direction qui l'aide. Maintenant, bien sûr, référer, c'est certain, mais il y a vraiment ce côté où je pense que par une simple acceptation en fait de notre part, on peut les aider vraiment très fort. C'est ce que disait Loïc tout à l'heure. Moi, je trouvais ça assez puissant. Tu avais fait en plus un super post là-dessus, Loïc. C'était ça, qui me disait un sourire, ça peut déjà changer beaucoup de choses. Des fois, Ouais, simplement écouter. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas faites pour être commentées, des choses qui ne sont pas faites pour trouver des solutions. C'est nous, les filles aussi, j'en suis sûr, parce que je peux faire les hommes, les femmes. Mais tous, c'est les mecs, on aime bien trouver des solutions. C'est genre, on a l'impression de toujours d'être, ouais, j'ai trouvé la solution. Mais des fois, rien. Il n'y a rien à dire. T'écoutes. Point. Et puis, exact. déjà, ça fait du bien, ça, des fois, pouvoir se faire écouter. Ouais, tout à fait. Ici, il y avait une question, je pense que c'est toi qui l'as, Benjamin, par rapport aux semelles. Oui, donc ici, en fait, il y a quelqu'un qui nous demandait, il faut que je retrouve la question, mais en gros, c'était quelque chose comme en quoi les semelles donc posturales, donc principalement Brico, hein, celles qu'on connaît en tout cas le plus nous, aident à la réintégration de réflexes, si c'est le cas, bien entendu. Donc votre avis par rapport à ça, les gars? Dis-moi, Emma, Clem, qui veut Déjà. commencer? Les- Alors, le masculin importe sur le féminin d'un point de vue grammatical, mais Emma, vas-y, je t'en prie. Mais pas que, mais pas que. Mais pas- Non, ça, je n'irai pas jusqu'à. Tu pourras mieux que moi, certaine. Ouais, Clem, tu répondras mieux parce que toi, tu es fou. Euh, Moi, alors, Posturologie, ouais, c'est effectivement. ça. Alors, moi, déjà, j'utilise pas tout le temps les semelles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a même quasiment peu, parce que j'ai déjà des résultats, en fait, sans les semelles. Donc, j'utilise peu. Après, effectivement, en formation, on te dit, oui, le port de la semelle, ça permet de fixer la réintégration du réflexe. Alors, est-ce que ça pourrait être par rapport, vu que c'est la semelle va être d'un point de vue sensoriel, donc ça va venir aller chercher entre prémoteur, cervelet, tronc cérébral, et ça va venir toucher au réflexe. Ça pourrait être une explication. Maintenant, personnellement, moi, j'ai des résultats sans semelle, en fait, que ce soit d'un point de vue postural et d'un point de vue de réintégration de réflexes. Alors après que ça réintègre plus ou que ça se stabilise plus, sûrement. Personnellement, je n'ai pas les besoins. Si j'en Ouais, aurais les besoins, c'est un outil, j'utiliserais. mais C'est un ouais. outil, c'est un bon outil. Je l'utilise quand même, je l'utilise. C'est un bon outil, mais c'est un outil. Et moi, je pars plus sur la disponibilité de mes capacités d'intégration et de traitement d'informations de mon cerveau, et tu sais, du niveau des afférences et des efférences, plutôt que de travailler sur une semelle qui va donner des afférences. Mais je préfère déjà être sûr que tout ça, ça soit OK. Si tout ça, c'est OK, la semelle, c'est sûr, ça peut être un super outil. Mais encore une fois, des fois, le problème, il n'est pas au niveau des récepteurs, il peut être ailleurs, en fait. Donc, c'est de regarder toujours là, au niveau je le terme en anglais, au niveau des évaluations, où tu vas tester, est-ce que c'est au niveau des nerfs périphériques, est-ce que c'est au niveau du cervelet, est-ce que c'est au niveau, et c'est quelle partie du cervelet aussi qui est pas bonne aussi, faut voir, le cervelet, quand même, il y a plusieurs parties, donc des fois, c'est pas forcément le cervelet, c'est une partie du cervelet, et puis ça se travaille de cette façon-là. Est-ce que c'est au niveau thalamique, est-ce que c'est au niveau du frontal, du temporal?
il est où le problème, encore une fois? Et après, on peut commencer après à emboîter certaines choses. Dire, bah, attends, je vais te faire travailler ça, plus ça et ça. On va commencer à avoir un exercice qui va se complexifier. Puis finalement, j'ai mon cheminement d'exercice. Mais la semelle en tant que telle, comme d'hab, c'est un bon outil. C'est un outil rapide. C'est cool. C'est vrai que c'est super. Mais j'ai des résultats sans et j'ai des résultats avec. Donc, moi, pour moi, je dirais ça, c'est un bon outil, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que juste simplement de mettre une paire de semelles et puis c'est tout. C'est surtout ça. Ouais, je Ben pense ouais, non, partir je suis du d'accord. principe qu'il n'y a pas qu'une chose qui fonctionne, il y a plein de Ouais. choses. Tu vois, il faut trouver, Ouais. à toucher un peu à tous en étant précis quand même, parce que c'est Mais important la précision dans ce qu'on fait, mais il faut se dire que je exactement. pense qu'il n'y a pas une méthode, une façon de faire qui peut C'est pas un déterminer. mode d'emploi à Ouais. suivre. Pareil. Mais c'est ça. C'est qu'encore une fois, on peut combiner plusieurs choses, mais il faut savoir juste comprendre les voies neurologiques et comprendre où est où le problématique. Encore une fois, un problème de discrimination au niveau des 2 points, on sait que c'est la colonne dorsale, on sait que ça va venir. Enfin, il y a toute une logique dessus. Maintenant, je veux venir encore aller plus. On sait il y aura vraiment le pariétal qui va venir jouer. Donc, pariétal, je sais comment je peux le stimuler encore plus avec une poursuite. Donc, je peux additionner une poursuite avec un travail de pour toujours aller optimiser certaines zones du cerveau. Donc, maintenant, après, c'est sûr que si un gamin de travailler sur son nerf périphérique, sur son récepteur et je fais une poursuite, c'est complexe. Mais par contre, ça peut être une progression d'exercice que je peux créer en fait. Mais encore une fois, ça, je peux le faire si je suis précis dans où est le problème. C'est ça, je rejoins beaucoup Emma là-dessus et Loïc, je sais aussi, puisque je sais que Loïc travaille pareil. Sur ça, c'est qu'il faut qu'on soit précis pour intervenir. Sinon, on fait tout et fais ton mouvement, mets tes semelles et puis salut. En la matière, je veux dire, un gars qui est plutôt dans la préparation physique, etc., va plus s'attarder sur le muscle et sur les articulations cibles à travailler pour éviter tel déséquilibre musculaire de Ching de Chak. Ben ça, c'est l'approche biomécanique. Et l'approche que tu as là, ben, c'est la fameuse approche neurobiomécanique. Et en fait, elle s'approche directement du système nerveux. Et c'est ça la compréhension que les gens doivent peut-être se faire et se dire, c'est que ben voilà, tout passe par le cerveau. Et qu'à un moment donné, quand il y a un problème, la première chose à regarder, c'est pas forcément la finalité du geste, mais ce qui se permet de rentrer, comment c'est process dans le cerveau et comment ensuite c'est rendu. Mais cette étape de prise d'information, de process au niveau du cerveau, on l'a complètement zappé. Maintenant, on s'intéresse à juste ce qui sort et ce qui rentre, on s'en bat les couilles. En fait. C'est un peu ça le problème. Et j'ai l'impression que c'est ce souci-là et ce lien qu'il va falloir faire petit à petit pour se dire qu'au final, ouais, il faut pas enlever ça de l'équation. C'est ça, comme dit, c'est une équation et c'est vrai que la vision biomécanique, on l'a tous eu. Je pense qu'autant nous 5, on l'a déjà tous eu. Elle est bonne, elle est très très bonne, mais elle n'est pas complète. Et que, encore une fois, ça peut être musculaire, mais musculaire, c'est vague, c'est super vague ça au niveau des récepteurs musculaires. Déjà, il y en a une dizaine facilement qu'on pourrait tous tester en fait. On pourrait tous les tester, les disques, les 10 capteurs au niveau cutané. Donc, est-ce que c'est vibratoire? Est-ce que c'est tactile? Est-ce que c'est thermique? Parce que c'est pas les mêmes, encore une fois, c'est pas les mêmes voies neurologiques, c'est ça qu'il faut comprendre. Une pression forte et thermique, c'est une certaine voie. Au niveau de la pression douce, c'est encore une autre voie neurologique. Donc, est-ce que je travaillerai de la même façon? Enfin, là, est-ce que c'est sûr, si je tiens mon stylo comme ça, et ce qui est assez rare, mais soit ça peut être effectivement un réflexe, ce qui est intéressant, ce qu'on va chercher à travailler, mais est-ce que ça va être une discrimination de tactile? Est-ce que ça va être une pression douce, une pression forte? C'est pas les mêmes voies neurologiques. À nous, de faire les évaluations concernant ça et pouvoir aller stimuler après les zones du cerveau qu'il faut aller stimuler. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un problème tactile, forcément, un problème de la main, si on parle au niveau de la main, mais ça regardait en fait après au fur et à mesure pour remonter les différents niveaux d'évaluation qu'on peut faire et être précis. Ouais. Après, c'est mes conceptions. Je parle de juste ce que je fais. Je pense qu'on est d'accord un peu sur tout ça, encore une fois, tous les 5, parce qu'on est en formation continue non-stop et qu'aussi, moi, un truc que j'ai vraiment très fort retenu de la formation posturo CIES, le module 1, c'est cette façon, on parle toujours de corrélation en fait, et c'est ça qui se passe, c'est qu'en étant toujours en formation continue, on arrive en fait par des chemins divers à arriver en fait à une meilleure corrélation de choses qui nous permet d'être plus précis. Et cette précision justement nous aide à
créer des choses qui vont des processus, etc., des idées, des travail, une aide mindset, etc. Bref, un peu tout ce dont on a parlé depuis l'heure qui vient de passer, pour justement aider de plus en plus précisément. Et c'est ça aussi qu'on essaye de faire avec le podcast et ce genre d'échange. Parce qu'au final, regardez, vous faites le même travail tous les trois, mais pas du tout de la même façon. Et pourtant, les corrélations sont là, quoi. Je veux dire, vous passez par des chemins différents, mais vous vous dites, ouais, non. Typiquement, la question la plus précise, c'est les réflexes. Excuse-moi, Clem, je te coupe, mais je mais finis juste ça. c'est moi qui coupe. Aucun souci. Donc, ici, les réflexes qu'on vous pose, vous nous citez, je vais dire, voilà, on va faire la française, 90% des moments, c'est la même chose. Et là, on se dit, putain, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Et vous n'êtes pas au même endroit. Ça aussi, il faut le dire. Et moi, Géographiquement. je suis un grand fan de Emma et je suis un grand fan de Loïc. Loïc, il le sait, moi je ne te l'ai jamais dit. Moi, je suis vraiment fan de tes travaux, tes publications, etc. Mais c'est ça, c'est que c'est d'être réunis tous ensemble et effectivement d'avoir un parcours peut-être un peu similaire, mais parce qu'on revient toujours à peu près dans les mêmes formations, on se croise toujours. Mais c'est ça, on a tous créé notre vision, notre perception des choses, mais le but du jeu, c'est d'être précis. J'ai une question aussi en privé ici, donc je ne vais pas citer parce qu'à mon avis, je ne veux pas que je le dise, mais il n'y a pas de souci. Ici, par exemple, une connaissance, donc il y a un enfant de 5 ans, un petit garçon, et il me dit, voilà, typiquement, tout ce que vous me dites là, ça me fait penser à des choses par rapport à mon fils. Il dit que c'est un enfant qui bouge beaucoup, etc., qui a du mal à se concentrer. Bon, il dit jusque-là, il n'y a pas trop de soucis, c'est un enfant. Mais typiquement, il s'est rendu compte d'une chose par rapport à tout ce dont on est en train de parler. Quand, par exemple, il le prend et qu'il le bascule, le petit se raidit. Il dit c'est vraiment un truc de fou, le petit se raidit très fort et donc il perd un peu cette notion de, de se laisser aller, etc. Il dit est-ce que ça rentre avec les réflexes archaïques? Est-ce que ça amène des choses? Bref, il se pose des questions par rapport à ça. Alors, vu vos regards, je pense qu'il y a un truc là. Il faut qu'on en parle. Emma, vas-y, dis-nous. On a la même réponse ou pas? Vas-y. RTL en extension, moi, c'est tout de suite ce qui me vient là, mais oui. Ouais, c'est ça. J'ai ça en tête. Et réflexe tonique labyrinthique, qui peut être soit en flexion, soit en extension. Clem en a parlé tout à l'heure, donc oui, ça ressemble très fort à ça. Ouais. Maintenant, bon, par vidéo. C'est à tester, mais ça sera à tester, mais effectivement, les réponses vont être là. C'est une direction parce que typiquement il me dit justement voilà dans le message en mode voilà c'est un truc ça m'interpelle, est-ce que c'est en rapport avec les réflexes, etc. Bah oui, c'est en rapport avec les réflexes. Et donc du coup ça par exemple pour prendre un petit peu être précis, etc. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, mais avant de ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce que ça peut impliquer au niveau de l'enfant? Ne pas le balancer. Oui, dans le cas où voilà il y a quand même entre guillemets il y a quand même quelque chose à régler. On est bien d'accord sur ça, hein, les gars, sinon on serait pas en train d'en parler. Mais qu'est-ce que ça peut alors en premier lieu, qu'est-ce que ça peut impliquer comme souci entre guillemets pour l'enfant? Est-ce qu'il y a des soucis déjà d'apprentissage, etc., de développement? Très certainement. C'est parce que j'avais mis dans un module de formation une image qui, pour ne pas oublier, ne pas faire pipi debout en regardant les étoiles, parce que sinon… Pas mal, on prend, regarde. On ne fera pas ça du coup. Ouais, la prochaine fois, j'essaye. Ça peut être un test. Hein. C'est ça, le bon test des réflexes. Donc l'inclinaison de la tête va créer une augmentation de tonus dans la chaîne postérieure, donc va avoir une influence sur l'équilibre et sur un inconfort. Une fois que le système vestibulaire est bug j'ai tout le temps en bug aujourd'hui. Une fois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien au niveau du système vestibulaire, ça met dans un sentiment d'inconfort et de stress, oui. Et problème d'équilibre, ici comme ça c'est difficile de faire une consultation vraiment précise. On peut penser aussi, vu que le vestibulaire est directement en lien avec le cervelet, parce qu'ils font partie du même noyau embryogénique, c'est-à-dire que sur le développement embryonnaire, le cervelet et le réflexe vestibulaire. Le système vestibulaire sont ensemble en fait. Hein. Après, ils se partagent avec la partie follico-neurale, je ne sais plus le terme exact, excusez-moi du terme. Et si tu veux, c'est ça qu'un trouble vestibulaire, c'est sûr que ça va jouer sur le cervelet. Le cervelet, ça va jouer sur… le cervelet, c'est un simplificateur, c'est un correcteur, c'est un comparateur, pardon, et c'est un intégrateur. Donc, il est là pour déjà simplifier les informations qui vont emmener au cortex. Donc, s'il y a déjà un trouble vestibulaire, le cervelet, il va se rembarquer.
Ça veut dire qu'il ne fait pas son job forcément de simplificateur, donc il va donner trop d'informations au cortex. Ça peut déjà venir perturber pas mal aussi, que ce soit les informations, les apprentissages, les trucs d'apprentissage, etc. Donc, effectivement, un RTL non intégré, c'est quand même un peu merdique, hein, quand même. Ouais, donc très, très certainement en allant travailler ce réflexe-là en particulier par cognition, travail moteur, etc., on va quand même pouvoir améliorer les choses et donc du coup changer un petit peu ça parce que du coup tu vois c'est marrant hein, du coup des personnes en privé qui viennent t'envoyer un message comme ça le live est suivi hein, on est bien d'accord. Alors, moi j'avais une question plus particulièrement ici au niveau, j'imagine que les parents qui nous écoutent doivent peut-être se poser des questions et faire des liens par rapport à ce qu'on dit. Je ne sais pas si Emma, par exemple, en tout cas pour la Belgique, parce que je sais qu'il y a des Belges aussi qui nous écoutent, est-ce qu'on pourrait diriger tout doucement les parents qui se posent des questions vers toi en finalité ou peut-être vers d'autres personnes, parce que j'imagine aussi que on est aussi là pour être un lien aussi au niveau des aides appropriées. Je ne sais pas si tu te sentirais capable de maintenant déjà reprendre tout ça en main, peut-être. Ah, aïe, aïe, aïe. À différents intervenants, donc je ne suis pas la seule. Il faudrait faire quelque chose qui regroupe un peu les différents professionnels par province, ce serait génial pour pouvoir orienter. Créer un réseau, ça peut être sympa, hein, parce qu'au final, on est vite perdu hein, face à toutes ces… Enfin, on en parlait aussi hein, par rapport, comme tu disais un peu, Clem, on sait que le problème vient de la mâchoire par rapport à une anamnèse, etc., où tu vas poser des questions, tu vas faire ton bilan postural. Mais alors nous, en Belgique, on vient seulement de démarrer un peu tout ça, mais on est vite perdu, quoi. On ne sait pas où référer. Donc, c'est compliqué. C'est beaucoup le réseau. Après, l'autre souci de ça, c'est que même si tu réfères, il faut déjà référer avec une personne qui a la même philosophie que toi. Et ça, c'est pas forcément non plus évident. C'est ça, exact. C'est que moi, j'ai une cliente qui a des douleurs, donc Claire. Sa kiné, elle est très sensible à tout ça. Donc, si tu veux, ce qui est cool, c'est qu'entre mon discours et son discours, on est assez cohérent. Mais c'est ça, entre ceux qui vont avoir une vision très biomécanique de la chose, ceux qui vont avoir une vision plutôt neurobiomécanique, et encore une fois, certains spécialistes, tu les as touchés au niveau de leur spécialité, mon Dieu, tu risques de les blesser dans leur ego. Et c'est ça le problème, c'est qu'il ne faut pas mettre d'ego. Encore une fois, c'est des échanges. Moi, je n'ai pas la connaissance parfaite, donc je ne sais pas. Je peux juste un avis, dire peut-être que c'est ça. Si c'est ça, tant mieux. Si ce n'est pas ça, tant mieux aussi. C'est-à-dire qu'on avance. On apprend, hein, exactement. Ouais. Comme disait Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est très vrai, surtout dans les métiers que l'on fait tous ensemble. Ici, je vois une question, même deux. On a la première donc, de Jérémy qui nous demande, donc, utilisez-vous des nids d'oiseaux, donc balançoires, etc., ou autres, pour aider la stimulation vestibulaire et de certains réflexes? Moi, non. Moi, non. J'ai une connerie à dire, mais non. Il s'est remis, il s'est dit non, pas de blague, pas de blague. Non, c'est pas de sérieux. blague. Non, c'est live, je le dirai tout à l'heure en privé. Mais non, par contre, je pense que ça peut être intéressant. Moi, j'utilise les sièges qui tournent. Ça peut être une première chose, c'est tout con, mais je fais tenir l'enfant, alors les yeux ouverts, avec une fixation d'un point ou pas de point, déjà, et après les yeux fermés. Enfin, je peux utiliser ça si déjà je vois des problématiques. C'est comme forme de jeu, je trouve que c'est quand même marrant. C'est je tourne sur un siège, c'est trop cool. Donc ça lui permet de pouvoir déjà travailler. Puis je travaille sinon c'est réflexe vestibulo-oculaire, sinon sur des petites rotations, déjà ça lui permet de pouvoir bouger petit à petit, après je fais tourner la tête pour pouvoir dissocier la tête du tronc. Mais je vais utiliser ça plus par manque de matériel. Pour vous, Loïc et Emma, vous utilisez ce genre de matériel ou pas du tout? Après, c'est comme il a dit Clem, ça nécessite quand même du matériel, un espace. C'est pas toujours facile à installer. Et en gros, de reproduire un peu ce schéma de balancement. Déjà au sol, moi, je m'amuse beaucoup avec les enfants. Ensuite, on peut passer sur une chaise, comme il a dit Clem. Et après, c'est sûr que s'il y a les moyens nécessaires, c'est toujours bien. Mais après, moi, ce que j'essaye de faire, c'est
surtout ce que les parents peuvent reproduire aussi à la maison avec les enfants facilement. Et voilà, je me dis, demain, ils se retrouvent en voyage, ils peuvent s'amuser à faire ce mouvement-là, à l'école aussi, parce que je travaille avec les écoles, comment les professeurs peuvent intégrer certains mouvements. Donc, c'est toujours réflexion, comment ils peuvent intégrer ça aussi à leur quotidien. Voilà. Tu avais aussi une question de Quentin, c'est ça? Je sais pas, Ouais, c'est ça, ouais, tu viens de l'avoir en même temps que moi, à mon avis. Donc ici, Quentin qui demande, pouvons-nous fixer des résultats debout sans pour autant passer par des positions couchées ou autres? Par rapport à ce que j'entends, j'ai quand même l'impression que passer par une position couchée, etc., même ramper, c'est quand même, enfin, je vais pas dire on n'est pas obligé que de passer par ça, mais c'est quand même important. Vous en pensez quoi? Euh, Vas-y Emma, ouais, vas-y. Et souvent, on va trop vite, on va vers les réflexes posturaux. S'il y a des réflexes archaïques qui ne sont pas intégrés, ça ne va pas fonctionner si on commence trop vite, trop haut dans les stades de développement. Donc, il faut quand même aller rechercher la base. Le contrôle de la tête, ça commence par là. Et puis après… Ouais, tu dirais alors que plus les réflexes archaïques récemment sont liés plus au sol, et les réflexes posturaux, ben, c'est quand tu t'ériges et que tu commences à tout doucement développer En ces bipède, ouais. développe de concert ensemble, c'est d'arriver à avoir des ajustements automatiques et réflexes par rapport à la gravité, mais c'est clair que la persistance de réflexes archaïques non intégrés va perturber cette réaction par rapport à la gravité. Donc, si on soumet directement à la gravité sans aller creuser les stades antérieurs, bah, ce ne sera pas suffisant. Il faudra aller chercher en dessous. Ouais. Et on ne construit pas sur quelque chose qui n'est pas solide, hein, donc c'est totalement logique. Vous en pensez quoi, vous, Loïc? Ah, moi, je suis entièrement d'accord. Parce que le sol, c'est quelque chose d'important, même on le sait, vous en avez parlé dans des podcasts, même en termes d'énergie, beaucoup de choses qui se passent au sol. Et moi, j'adore voir les enfants bouger au sol. Et du coup, je refais passer tout le monde par le sol. Ah, c'est une bonne idée, hein. Et pour toi, Clem, donc en plus que toi, tu as principalement des enfants, hein, comment ça se passe? Moi, c'est le sol en premier. Parce que c'est que ça, c'est encore une fois, en fait, faut respecter le développement. Comment on veut chercher qu'il soit debout s'il ne sait pas ramper? Comment on veut qu'il soit debout s'il ne sait pas faire du quatre pattes? Comment on veut qu'il sache ramper s'il n'a pas effectivement ces réflexes de fixation de tête par rapport à une dissociation entre la tête et le tronc? Et il faut revenir sur des bases pour pouvoir en fait faciliter en fait la mise debout en fait tout simplement. Donc oui, après en séance, parce que là on parle comme ça en théorie, mais en séance, en pratique, il faut proposer de toute façon différents styles. On peut pas passer, moi je passe pas toute une séance au sol, mais c'est possible. J'aime bien voilà, proposer après différentes choses. Bon, le sol va faire partie quand même du travail, mais il faut proposer de toute façon le maximum de choses. Moi, j'avais un petit cette semaine, un bon TDAH. On passait 10 secondes par exercice. Et c'était que ça qu'on pouvait faire. De toute façon, je ne pouvais pas faire plus. Par contre, le but du jeu, c'est d'augmenter ce temps après. Mais là, je ne peux pas passer la séance au sol tranquillement ou debout tranquillement. Faut que ça bouge. Donc, c'est proposer pas mal de stimulation maximale. Petit à petit, après, il va s'intégrer, il va permettre d'avoir accès plus à son cerveau encore, et puis ça ira tout seul. Mais le début, c'était ma première séance avec lui. Ça reste quelque chose, il faut lui proposer de la stimulation. Donc effectivement, du roulé-boulé au sol, du quatre pattes, du rampé. On va faire plein de choses. Moi, je veux qu'il bouge. Après, petit à petit, on va spécifier les exercices. Top. Moi, il y a un truc qui me fait tâche là comme ça. Je me disais, putain, il y a un truc qui arrive souvent. Je ne sais pas si vous aussi c'est le cas en séance de sport. Dès que je commence à faire des exercices, par exemple, élévation des genoux avec les bras en contrôle latéral, directement, j'ai des bugs. J'ai l'impression que ce truc-là est plus présent que Moreau, quoi. Je ne sais pas, je faisais le lien par rapport à ça. Tu vois, la dissociation contrôle-latérale des membres inférieurs et des membres supérieurs, je trouve que c'est un truc, mais allez, 70% du temps, je me retrouve avec des gens qui bug sur ce genre de mouvement-là. Et après, quand tu dis que ces gens-là vont courir dehors, etc., et là, tu te fais des liens, etc., tu te dis, OK, ben, il y a certainement des manquements à ce niveau-là qu'il faudrait peut-être
plus revenir au sol comme on en revenait tout à l'heure et peut-être certainement plus reprendre le contact du ramper et tout ça. Mais je sais pas si. Moi, je sais pas si toi, Benja, tu as souvent ce genre de bug. Après, il y a aussi le shift au squat et tout ça. Mais ça arrive souvent, quoi. Je sais pas. Ben, en fait, moi, j'ai un exercice simple et efficace et qui fait beaucoup rire en général parce que je fais des vidéos, parce que je suis un salaud. Et en fait, je leur demande de faire la marche avec les animaux, en fait. Mais aux adultes, hein, on est bien d'accord. Et là, en fait, tu vois des trucs de ouf, quoi. Tu vois des trucs de ouf. Et c'est là que tu te rends compte qu'effectivement, il y a des choses qui sont pas forcément intégrées. Et surtout que, ouais, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué pour certaines personnes. Mais ouais, le contre-latéral, effectivement, le fait de tourner les bras pas dans le même sens au même moment, etc. Des choses, ouais, ça, c'est fort compliqué, ouais. Ça dépend beaucoup de ton quotidien, en fait. Comme elle disait Ouais. tout à l'heure, si tu restes dans un petit alphabet de mouvement, tu vas stimuler au niveau du cerveau d'une certaine manière tout le temps, quoi. Et après, docteur Melilo, Clem, il pourrait en parler beaucoup, beaucoup. On a deux hémisphères, donc il faut chercher à les développer, à qu'ils soient connectés les deux. Et c'est sûr que si tu restes assis dans un bureau comme un enfant fait toute la journée avec écrire à une main, avec d'une main, il se lève, il rentre à la maison, il se rassoit. Dans la journée, il n'y a aucune connexion entre ces deux hémisphères, ou très peu. Et en plus, il a des réflexes non intégrés. Ça facilite pas du tout toute cette affaire-là. Donc, ouais, ces difficultés-là au niveau contralatéraux, c'est très présent, mais je pense que c'est beaucoup dû aussi à nos modes de vie généraux aujourd'hui, que ce soit pour les enfants ou pour les adolescents et même les adultes, du coup, sans parler même de réflexes du coup, en amont. Ouais, j'avoue, tout à fait. Est-ce que vous avez eu des questions de vos côtés, peut-être? Emma, est-ce que tu as eu des questions de ton côté, ou Clem, ou Loïc? Moi, j'en avais eu juste une. Ouais. C'était parce que par rapport au questionnaire, souvent, je demande aux parents un peu leur histoire en lien avec le mouvement, etc., etc. Et les réflexes qu'il faut, il y a l'enfant, mais il y a aussi les parents. Et tout à l'heure, Emma, elle en a un peu parlé quand elle a parlé d'anamnèse avec l'INPP. C'est-à-dire que quand on voit un enfant ou quand on regarde les réflexes d'un enfant, il faut regarder aussi le parent. Qu'est-ce qui a été transmis, qu'est-ce qui est transmis aussi au quotidien. Et souvent, le conseil que je donne aux parents, c'est si on cherche une méthode d'éducation particulière ou prendre en charge le mieux l'enfant, c'est que déjà, eux, les parents, prennent du temps aussi pour eux. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, eux, déjà, qui se reconnectent avec leur propre corps, parce qu'on parle de corps à corps. Quand on est avec une personne, on sent l'énergie qui passe ou pas. Et si la maman fait les exercices à l'enfant, chaque jour, si elle vit pas le truc. Et Clem, il a très bien dit tout à l'heure, il emmène l'enfant dans l'univers. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Tu pourras lui donner n'importe quel exercice. Si tu l'emmènes pas dans l'univers, ça fonctionnera pas. Et du coup, les parents, il faut pas oublier, on parle beaucoup des enfants, mais il faut déjà que les parents prennent Je crois même que ça a été démontré, je dis pas de bêtises, Loïc, je crois que ça a été même démontré, ça, hein, que c'est la notion c'est de plaisir et l'apprentissage. Mais je voyais, je pense à un truc que j'avais vu, c'est sur le lien, on parlait de psycho tout à l'heure. C'était sur psycho et douleur chez des tatoueurs. Un tatouage qui va être relié à un sentiment, à un souvenir qui peut être, alors même souvenir n'importe lequel, mais qui peut être douloureux. Le tatouage va être beaucoup plus douloureux qu'un tatouage juste, par exemple, de plaisir. Donc, rien que la sensation de douleur, la perception de douleur, je vais plutôt parler comme ça, peut être reliée déjà sur nos psycho-émo. Donc, je pense qu'en termes d'apprentissage aussi, et c'est à nous praticiens, d'emmener la personne avec nous dans notre délire, j'ai envie de dire, dans ce que je veux faire, quoi. C'est ça. Mais du coup, c'est super important même pour les parents que les parents s'occupent d'eux. Et c'est comme nous, enfin, que ce soit des thérapeutes, des coachs, n'importe quoi, tu peux pas transmettre à quelqu'un si tu vis pas le truc. Donc, tu peux pas transmettre à ton enfant quelque chose si, en tout cas, ça risque d'être compliqué si toi-même, tu n'es pas forcément toujours sur ce chemin-là. Et moi, les plus gros résultats en tout cas que je vois, c'est pas grâce à moi, c'est parce que les parents,
il vit le chemin à fond et au final, il se découvre autant que l'enfant. Et il découvre qu'au final, lui aussi, il y a des réflexes qui ne sont pas intégrés, parfois les mêmes que les enfants. Dans Et 50% des cas. ouais. Et, D'après Sciences Moderne, dans 50% des cas, il y a des facteurs, est-ce qu'on peut dire héréditaires, ou c'est justement, comme tu dis, quelque chose qu'on n'a pas, on ne peut pas le transmettre. Mais donc, ouais. 50%, on retrouve des facteurs familiaux, en tout cas, des réflexes sur plusieurs générations. On peut voir, c'est les grands-parents. Donc, Et là-dessus, c'est tu vois dans les discours, moi, c'est familial. Moi, mon père et ma mère, mon père et mon grand-père, ils avaient des TDAH. Ouais, et c'est genre dire, c'est donc ça justifie que tu en aies un. C'est sûr, mais c'est sûr que si eux-mêmes déjà n'ont pas ça, ils peuvent pas transmettre quelque chose. Donc c'est totalement vrai. Ah, c'est super intéressant, hein, parce que du coup, enfin, au-delà du génétique, il y a aussi ce côté, ben, comme on disait, quoi, les enfants apprennent en fait en mimant, etc. Avec ben, les neurones miroirs dont on parlait tout à l'heure. Ben, tu peux pas mimer un truc que tu vois pas. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils arrivent avec les mêmes, est-ce que je peux dire carences de mobilité? On peut parler de ça, hein, je crois qu'on peut le dire. Et ça, c'est super intéressant. J'avais jamais entendu parler de ça avec l'hérédité, etc. Super intéressant. Merci les gars. Et, on parle souvent de génétique, mais quand on parle de génétique, ça ne veut pas dire que c'est foutu. Ça veut dire que C'est c'est juste génétique. transmis. C'est-à-dire que ben, moi, mon père a des troubles 10, je vais avoir des troubles 10. Non, c'est juste que ton père s'est jamais occupé de comment essayer d'améliorer ça. Donc, automatiquement, ça se transmet aussi dans la manière, dans l'éducation, ça se transmet Ouais. dans les… Ce que je veux dire, c'est qu'un enfant qui a un trouble ou pas, comme disait Emma, ça ne veut plus rien dire, ces trucs de 10, TDAH, parce qu'au final, il y a plein d'enfants qui ont certains symptômes, mais qui ne sont pas diagnostiqués. Mais c'est juste parce qu'à un moment donné, on s'en occupe pas forcément, mais en tout cas, un enfant qui s'en occupe, et on parlait de neuroplasticité juste avant de commencer le live, le cerveau, il a une puissance énorme. Et avec les avancées des recherches, et Clem, il pourra en parler mieux que moi, il y a des choses magnifiques qui se font. Donc, dire qu'un enfant aura des troubles 10 toute sa vie, ou en tout cas qui devra subir une situation, pour moi, c'est dévastateur et c'est pas vrai. Ouais, Ah, c'est très, très bien dit. ce qui est le plus, c'est que je perds un peu ce que je voulais dire, parce que je fais ce truc à côté, mais c'est ça, c'est que moi j'avais une maman là qui m'a écrit là que je vois mardi, tu vois, qui m'a dit mais mon enfant il n'est pas encore diagnostiqué TDAH, est-ce que je peux vous l'emmener quand même? Je me dis mais pourquoi lui mettre une étiquette pour ça va nous servir? Ça va nous servir à quoi en fait? L'information, il est TDA, mais il est TDA. Alors je dis toujours ce que TDA c'est possible, on va dire ça, mais peut-être dans 1% de cas. Mais peut-être, je pense que le 99 autres, c'est une non-intégration soit de réflexe ou une non-intégration du niveau du cerveau ou non, un mauvais traitement ou trop de traitement. Donc, lui mettre une étiquette, dire cool, il est TDA. Et après, on fait quoi? C'est cool. Ça va justifier, en fait, ça va juste justifier le fait qu'en société que mon enfant, il est super turbulent, mais c'est parce qu'il a un TDA. Donc, on fait rien. J'ai mal au dos, mais c'est parce que j'ai mal au dos. Ben, tu comprends, c'est pour ça que je me plains. Donc je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça, en fait, et c'est surtout ça à nous d'emmener ce changement de mentalité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est génétique. Si tout est génétique, finalement, on ne fait plus rien. C'est genre, bah, c'est génétique, on laisse tomber, hein, c'est génétique, on ne fait plus rien. Alors que tous les travaux sur l'épigénétique sont super intéressants parce qu'en fait, on voit qu'on peut complètement modifier notre ADN sur beaucoup de facteurs. Et ce qui est vraiment génétique pur, ça correspond, je crois que c'est peut-être… je sais que Gab pourrait plus en parler que moi, mais peut-être 5-10%, je crois que c'est à peu près ça, alors qu'en fait, il y a toujours tout le reste qu'on peut travailler, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, l'épigénétique, on se rend compte que c'est des possibilités et les gens, en fait, prennent pas ça comme des possibilités, mais comme des choses, c'est des faits, quoi. Alors qu'en fait, non, du tout. C'est juste comme tu dis toi, hein, Clem. Au final, on se rend compte que ça, c'est une possibilité de, et en fait, les gens prennent ça en mode non, non, c'est comme ça. Mais après, c'est une victimisation. C'est aussi, comme on disait avec JPC, le fait que les gens n'aiment pas trop prendre les responsabilités, etc. Bon, là, on part un petit peu en sucette, mais il y a aussi un peu de ça, hein, parce que rien à faire. Mettre quelqu'un dans une case, c'est rassurant. C'est Ah oui, rassurant. mais ça permet de mettre un mot sur quelque chose, c'est cool, mais ça règle pas le problème, en fait. C'est juste ça. Non, mais pour des gens comme nous, c'est juste pas assez. Mais pour la moyenne des gens, encore une fois, c'est rassurant, quoi. Moi, quand je vois un problème, je le résous. Je me contente pas de dire, regardez les gars, il y a un problème là-bas.
Tu vois? Et Donc, là, c'est ça en fait voilà. l'idée. Hein. Maintenant, encore une fois, on se retrouve entre gens qui ont envie de converser là-dessus. Et je pense que vu les commentaires, etc., c'est quelque chose qui parle à pas mal de gens. D'ailleurs, j'ai vu une question super intéressante. Oui, je Tu l'ai aussi. tu l'as vu, Bastien? Vas-y, vas-y. Que pensez-vous de la rééducation des personnes âgées pour éviter les chutes? Basée sur l'effet réflexe, pour l'interrogation, sachant qu'il est difficile de les mettre au sol pour différentes raisons. Moi, ça me porte beaucoup, hein, les personnes âgées. C'est quelque chose Bah, qui me porte c'est un beaucoup. On parle beaucoup des c'est un enfants, on public parle super beaucoup des intéressant. de l'apprentissage, mais on parle très, très rarement dans notre société des personnes âgées. Ah, c'est vrai. C'est Et quelque chose qu'on laisse est-ce que souvent à côté. finalement, la personne âgée et l'enfant, ça serait pas pareil? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Ouais. manque de mouvement qui va être là, un manque de stimulation qui va être présente, etc., etc., sans rentrer dans les détails. Est-ce que ça serait pas finalement un peu pareil, sauf à l'inverse? Donc, les personnes âgées, c'est un public super intéressant. C'est passionnant de travailler avec les personnes âgées. En plus, il y a des résultats qui sont extraordinaires avec les personnes âgées. Moi, je travaille moins avec les personnes âgées parce que je me suis plutôt orienté sur les enfants parce que par vécu personnel, c'est-à-dire que moi aussi, on m'a mis des étiquettes et voilà. Mais quand je serai vieux, je serai content qu'on travaille avec moi et ça sera chouette. Mais ouais. Oui, Il y a Bernard qui dit exact. Bernard Blicot qui dit exact. Bernard est là. Manu, peut-être. Emma, pardon. Emma, si tu as peut-être quelque chose. Oui, bah, un des sens qui diminue très fort avec l'âge, c'est la proprioception, parce que par manque de stimulation aussi, et que dans nos sociétés, à un certain âge, on se dit je suis vieux, donc je ne fais plus. Je monte plus les escaliers, il faut un plein pied, et c'est le manque de mouvement qui fait que même des réflexes archaïques réapparaissent à un âge avancé, simplement parce que le vocabulaire de mouvement se restreint et que Protection des tendons qui va être là. Pardon? Alors, j'ai protection des tendons qui va être Oui. beaucoup présent Ouais. chez les personnes âgées, par exemple. Et alors, par rapport, oui, à la mise au sol, il y a quand même des choses à faire sans aller au sol, hein, ne serait-ce que de bouger la tête, stimuler le système vestibulaire. Il y a pas moyen de faire pas mal de choses sans mettre la personne au sol si c'est vraiment compliqué. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Ouais, on parlait de la connexion interhémisphérique. Ce qui est pas mal aussi, c'est des mouvements croisés. Hein. On peut faire les mouvements croisés assis aussi. Hein. Les Il y a plein balles? de choses Les assis. balles. Ouais, les balles, tout à fait. Jouer avec des balles et tout ça, c'est des super outils d'ailleurs, ça. Bon, maintenant, avec le Covid, de toute façon, les personnes âgées, vous savez. Et il rajoute une blague. Non, Le mais salaud. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est les lives. Pour ça, je suis jamais invité sur les lives. Il en profite, le salaud. Pour ça, j'en Tu voulais, profite. Je fais des blagues, je suis pas censuré. C'est bon. tu voulais dire, Loïc? Non, c'était exactement ça. C'est en fait, c'est comme il a dit Clem, c'est les enfants. C'est comme les enfants, mais de l'autre côté. Et c'est aussi toujours la vision qu'on voit de la vieillesse. C'est-à-dire, je dis toujours, c'est un peu Emma qui m'avait lancé sur ça. Je crois que c'était Thomas Anna qui parle très bien de ça. Ça dépend comment tu vois la vieillesse. C'est pas une dégénérescence. C'est juste à 60 ans, tu es ce que tu as vécu pendant 60 ans. Donc, il y a toujours du possible. La neuroplasticité, elle s'applique aussi aux personnes âgées. Et de 0 à 100 ans, il y a possibilité de bouger. Et les enfants, aujourd'hui, tu les mets dans un Yupala, il y a de fortes chances qu'il y ait certains réflexes qui ne vont pas être intégrés. Une personne âgée, tu la mets vite avec une canne, tu risques d'avoir des problèmes posturaux, etc. aussi rapidement. Donc c'est pareil à mon avis à tout âge. Mais par contre, il y a du travail possible, c'est ça qu'il faut retenir toujours. De toute façon, on est l'expression de notre cerveau, c'est-à-dire quel que soit l'âge. C'est-à-dire que plus on va être stimulé, plus notre cerveau va être stimulé, plus je vais pouvoir avoir la capacité de bouger et de percevoir mon environnement au mieux. Donc ça, c'est la première chose. Après, on parle de plasticité, il y a la métaplasticité qui est super intéressante. C'est la plasticité de la plasticité. C'est-à-dire qu'on voit que plus on a une plasticité cérébrale, plus on va être capable de mieux répondre à des blessures, on va plus être capable de répondre à des stress, etc. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, et quel que soit l'âge, les mythes et croyances à 80 ans, le cerveau il arrête de bouger, etc. Non, c'est complètement faux, quoi. Moi, j'ai été tellement heureux de pouvoir. Ma grand-mère est décédée, mais ça fait des millions d'années.
Et j'aurais quand même aimé, toi, à l'époque, pouvoir plus l'aider, en fait, parce qu'effectivement, elle bougeait plus. Parce que déjà, je pense qu'elle avait une perception de son propre corps et son environnement interne et externe qui n'était plus bon. Mais c'est ça, c'est travailler sur l'interoception, proprioception, extéroception, et travailler sur le préfrontal et travailler sur le pariétal. Moi, les réponses, je pense, physiques doivent être extraordinaires, émotionnelles aussi. Mais Ouais. après, c'est comme disait Loïc et Emma, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où les personnes âgées, on les met en marge. C'est bon, vous avez fait ce qu'il fallait faire, maintenant, salut, quoi. Et c'est aussi ça l'autre problème. Dont le psycho qui revient toujours aussi. Hein. C'est toujours quelque chose, une boucle qui revient. Ouais. Quand on voit les sociétés où les vieux vivent vieux et en bonne santé, ils continuent à grimper la montagne et à faire. Ils ne s'arrêtent pas, ils continuent une vie stimulante qui les maintient. Quand on arrête, c'est le début de la fin. Exact. Ouais, c'est vraiment Quel ça que hein, soit quand on l'âge. parle de ça. Ouais. Ouais. Quel que soit Complètement. Vous allez être vieux pour ça, c'est vrai que C'est vrai. vieux très jeune. J'ai des personnes de 30 ans qui ont un physique et une mentalité, bizarrement, de personnes de 80 ans, et vice-versa. Bizarrement, le truc qui va changer, c'est comme disait Emma, c'est le mouvement, quoi. C'est bizarre, ça ne revient toujours à la même chose. Mais c'est ça qu'on soit. Moi, on me demande souvent, hey, à partir de quel âge la posturologie ou voilà, en fait, à partir de premiers mois, même peut-être avant, peut-être même dans le ventre de la mère, on pourrait y travailler finalement, parce que on sait qu'il y a des réflexes qui sont dedans. Enfin, on pourrait y travailler pour. Là, par contre, il faut les stimuler pour que ça soit, qu'ils puissent se développer In correctement. utero, ce serait fabuleux, Mais ça. Hein. ça serait génial. Mais tu sais, il y a plein de choses à travailler, il y a plein de choses à inventer. On ne sait pas encore tout, mais je pense qu'il y a des trucs de fou qu'on peut faire. Mais ça, en gros, il n'y a pas d'âge, quoi. Entre 0 et 99 ans, on peut travailler facilement. Ce serait génial. Et je trouvais ça intéressant. Il y a quelqu'un qui dit de mon expérience que me montrent les personnes âgées, elles ont beaucoup de mal à s'imaginer un avenir, encore plus avec le Covid, contrairement aux enfants. Et ce qui est pas mal non plus, c'est vrai. Perception de cette chose-là est vraiment intéressante, je trouve. C'est toujours pareil. Tu vois beaucoup chez les gens et c'est pour ça qu'en ce moment, c'est une période difficile. Si t'as pas de vision, tu t'es pas animé par quelque chose pour la suite, pour ta vie, pour toi, à l'intérieur, au plus profond, automatiquement, ça fait partie de la dégénérescence aussi. Et c'est ça qui est inquiétant aussi pour les enfants aujourd'hui. Et on n'en a pas parlé, mais c'est pour ça que, comme il a dit Clem, il y a le psycho aussi qui rentre en compte, dans le sens où tu demandes à un enfant l'avenir qu'il a, il sait pas. Il sait pas. Et avec tout ce qu'il entend, tout. On a perdu Loïc, ouais. Ah, voilà. Marseille, ça. Loïc, arrête de parler, arrête de parler. Garde ta langue. Ah oui, c'est super. Mais c'est sûr que Euh, c'est important. On est quasiment à 1h40 de live. Je ne sais pas si vous avez peut-être une question ou l'autre. Moi, il y avait une question qui a été posée et que je voudrais quand même répondre à la personne que m'avait posée sur Instagram. C'était par rapport à l'énurésie. Je vais la retrouver. C'était est-ce que l'énurésie de l'enfant était liée au réflexe archaïque? Alors oui, encore une fois, ça peut l'être. C'est une piste de réflexion. Encore une fois, je pense que ce n'est pas blanc ou noir. C'est une piste de réflexion à avoir. Il y en a d'autres à regarder. Mais franchement, je pense qu'il faut juste la regarder aussi comme celle-là. Pour répondre à la personne, ça serait cool qu'encore une fois que tout soit réflexe. Non. Mais tout est cerveau, oui. Ouais. Okay. C'est peut-être inviter aussi les gens à continuer à jouer aussi. Jouer Rêver. aux enfants, retrouver un peu cet instinct de l'enfance. Déconnectez-vous un peu, allez-y, laissez-vous aller. Emma, elle aime bien faire ça avec ses enfants, je sais. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps en story que tu avais partagé. Vous amusez déjà le soir. Oui, c'est assez original comme soirée. Oui, Écoutez, en tout cas, voilà, si vous avez des dernières questions, vous pouvez le faire dès à présent. En tout cas, moi, déjà, je voulais vous remercier, déjà tous, pour cette première table ronde qui a duré quasiment 1h40. Le temps passe à une vitesse. Voilà, je voulais vraiment vous remercier. Je voulais aussi faire le petit aparté par rapport au concours qu'on a lancé comme un accord, tous les 5. Je voulais juste vous demander, voilà, c'est un lot, c'est différents lots. Peut-être, Loïc, vous présenter un petit peu ton lot à gagner, en quoi il consiste.
Ouais, ben, du coup, c'est le bilan que je propose. Je propose toujours un bilan avant n'importe quel accompagnement, dans le sens où je démarre pas un accompagnement avec n'importe qui. Il faut qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'on s'entende bien, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Du coup, je fais ce bilan-là avec tout le monde. Et en fait, le bilan que je propose, c'est même si on se revoit plus jamais, je veux qu'il apporte le maximum de choses à la personne. Donc, en fait, c'est quelque chose vraiment de global. C'est pas, comme il a dit Clem, c'est pas tous tes réflexes. On parle de tout dans ce bilan-là. On parle de la vision de la personne, on parle de posture, on parle de mouvement, de santé, l'anamnèse, tout ça. Et ce qui permet en fait à la personne, suite au bilan, de ressortir avec un petit voilà, où j'en suis aujourd'hui par rapport à ce que Loïc pense en tout cas. C'est pas par rapport à une vérité générale, c'est par rapport à moi ce que je propose et comment je pense aujourd'hui. Et dans un mois, on refait un live, on repropose un bilan, ça sera pas le même. Ah, Voilà, en gros, c'est ça le bilan que je propose. voilà, ça fait partie du lot. Et alors, Emma, est-ce que tu peux présenter un peu ce que tu proposes à gagner? Des séances en ligne qui peuvent être faites en replay, on va dire de mise en mouvement 3 dimensions, qui sortent du cadre de ce que les gens connaissent, je pense, en général, où il y a un mix de beaucoup de choses. Comment résumer? Il faut le vivre. Voilà, C'est beau, faut le vivre. Voilà. De récolter un petit peu les commentaires que les gens mettent pour donner une idée, mais ça semble faire du bien en tout cas. Et alors, Clem? C'est un peu comme mes compagnons, c'est-à-dire qu'il y a une amnèse complète, c'est-à-dire qu'on sait que l'alimentation va jouer aussi sur le cerveau, donc c'est important, la respiration va jouer sur le cerveau, donc c'est très important. Donc moi je regarde tout le lifestyle, vraiment tout voir, tester, on va vraiment tout regarder, essayer de voir toutes les pistes possibles, inimaginables pour pouvoir soit référer, soit travailler ensemble. Et essayer comme disait Loïc, d'apporter comme ma vision, encore une fois, c'est ma vision à moi. Pas forcément une réalité, mais c'est quelque chose que je pense et que j'aimerais transmettre au maximum aux gens. Et puis, si ça leur permet de déjà sortir de l'anamnèse complète, en disant je sais un peu plus, je me connais un peu plus que je me connaissais il y a 1 heure, c'est déjà super. Et puis, après, on peut faire un bout de chemin ensemble, c'est encore mieux, ou simplement vous référer à d'autres. Parce que moi, du coup, au Québec, vous imaginez bien que c'est pas que je vous aime pas, mais prendre un billet d'avion pour vous faire venir, c'est un peu cher. Mais avec plaisir. Mais sinon, non, vous référez parce que j'ai pas mal de tous mes contacts sont en France aussi ou au Québec, mais je peux vous référer, que ce soit en France ou ici. Après, au Québec, moi, je peux travailler je sais que j'ai des gens qui sont, alors, ça va pas vous parler, mais au Saguenay, qui sont un peu plus loin dans le Québec aussi. Donc, tout est possible. Cool. Ben voilà, pour participer au concours, en fait, je fais vite le petit topo. Il faut falloir alors rendez-vous alors sur Facebook. La première étape, c'est inviter 3 amis à participer en commentaire du post pour gagner le lot. Partager la publication, liker No Brain No Gain Podcast sur Facebook et Instagram et suivre les différents comptes de Loïc, d'Emma et de Clem qui sont mis de toute façon en lien. Le gagnant sera découvert le vendredi 30 du 10, voilà, lors d'un tirage au sort. C'est un peu ça. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir fait cette table ronde. J'espère que vous avez partagé autant de plaisir que moi, je pense. Merci à vous tous. Merci à vous, c'était top. Bastien et Ben, c'était vraiment, vraiment super. Avec plaisir, les amis. Merci bien. Et merci aux gens qui ont participé en commentaire, qui ont posé des questions et qui étaient présents avec nous. Ça fait vraiment plaisir en tout cas. Voilà, on se dit alors à bientôt, en espérant se voir en présentiel bientôt peut-être, en formation, peut-être se croiser. Ça va Emma, on n'habite pas trop loin de l'autre. Oui. J'étais en train de me demander la barbe et le masque. Enfin oui, c'est une question. Et en fait, attends. Voilà. Oui. C'est pas fou. C'est pas fou. C'est une mauvaise épilation, c'est une épilation d'hiver, ça n'a pas encore été fait. Moi j'ai choisi sanitaire ou charisme, voilà quoi. Charisme, j'ai gardé. Merci à vous les gars en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à Loïc, merci à Emma. Et à bientôt. Merci à vous les amis. Salut. Salut à tout le monde.